Un peu de travers. Excentré, ouais. On veut te voir bien au centre. Ah oui, je me rends pas Yes. compte. Là c'est bon? Ouais, c'est bon, t'es dans le cadre, ouais. Ok. Yes. Bienvenue chez toi, à Chiang Mai, Adrien. Ouais, eh bien merci. Ouais, épisode numéro 10. On a réussi à se choper parce que moi je suis rentré hier d'un petit séjour en France et toi tu pars dimanche, donc là on est vendredi, donc tu pars après-demain Ouais. pour Bansko en Bulgarie, ouais c'est ça. Mhm. Donc on a Ouais, c'était le profité créneau de pour... quoi que je dis ça, mais en même temps on enregistre à distance quand même. Là je suis chez moi, t'es chez toi, mais on s'est capté tout à l'heure. Là on a mangé ensemble pour faire un petit point sur quelques trucs quoi. Ouais, bah, sur le podcast, sur nos stratégies, comment ça se passe, la masterclass qu'on a mis en place, le site, continuer sur notre lancée, quoi. Et préparer aussi les prochains épisodes. Ouais, c'est ça. Bienvenue dans Business et Coconut, le podcast où on te donne accès aux discussions privées et parfois intimes de deux amis entrepreneurs nomades. Au programme liberté, bien-être, voyage, business. C'est ça. Et puis réfléchir aussi à comment promouvoir un petit peu plus les masterclass qu'on fait. Je t'avoue que j'étais un petit peu frustré parce qu'on n'a pas fait tant de ventes que ça sur la sur la masterclass qu'on a déjà produit. Et pour le coup, je trouve, en fait, le truc, c'est que il faut être dedans pour se rendre compte de la valeur qu'on y partage. Mais je trouve que c'est un banger extraordinaire. Enfin, c'est même pas 50 balles. Et c'est ce que je partageais aussi dans le groupe, dans un groupe WhatsApp là. Ouais. Je pense que entre 500 et 1000 euros, j'aurais pas honte de le vendre quoi. Donc en termes de valeur, c'est énorme. Pour rappel, en fait, cette masterclass, on l'a réalisée pour faire kiffer les auditeurs et utiliser les recettes pour financer le podcast exclusivement. Le but, c'est, enfin, il y a pas un euro qui va arriver dans notre poche. Tout l'argent des ventes est réutilisé pour payer, par exemple, un monteur si on veut faire des réels, enfin voilà, les miniatures, les machins, enfin vraiment Ouais, upgrade de matériel et tout ça. L'idée, en fait, je pense, c'est qu'on a fait cette première masterclass sur la productivité avec Adrien, qu'on vend sur le site pour financer le podcast, et on a vraiment tout partagé, quoi. On a fait pas mal de travail en amont pour synthétiser vraiment, sélectionner le best of the best. Et si on avait su à l'époque ce qu'on a mis dans cette masterclass quand on s'est lancé, on serait déjà beaucoup plus loin, je pense. On aurait été beaucoup plus productif, on aurait perdu beaucoup moins de temps aussi dans nos projets, quoi. Donc, ouais. Allez checker, clairement. allez faire un tour sur le site et voilà, regardez parce que c'est cool. Il faudrait qu'on mette peut-être mettre une garantie. Je suis absolument convaincu que si les gens qui n'achètent pas, c'est parce que y a pas la certitude. Faut dire aussi qu'on n'a pas, on est allé très vite pour faire le site. Le but c'était que ça sorte vite. On s'est pas trop pris la tête dessus. Et du coup, on met pas forcément bien en valeur tout ce qu'on peut trouver dedans. Faudrait qu'on mette une garantie, juste comme ça, pour que les gens puissent y aller sans prendre de risques, tu vois, et se rendre compte une fois dedans de la valeur qu'il y a, quoi. Carrément. On va faire ça. Ok. Donc, les amis, on met une garantie satisfait ou remboursé sur combien de temps, je sais pas trop, mais en tout cas, si vous allez voir la masterclass, honnêtement, c'est la folie et c'est dommage, sincèrement, de passer à côté de ça. Et tu vois, je rajouterais même un truc. Après, on va arrêter parce que là, ça se transforme en pub le truc, alors que c'est pas du tout le but. Mais non, honnêtement, c'est vraiment, je partage un peu tu sais, ma frustration, genre ça m'énerve. J'ai envie que les gens voient ça parce que je sais à quel point ça peut faire la diff, quoi. Je veux dire, on partage plus de 10 principes à l'intérieur. Si tu arrives à tirer profit, ne serait-ce que d'un seul de ces profits, de ces principes, rien que ça, c'est game changer, tu vois. Rien qu'un de ces principes. Et le truc, moi, je m'en rends bien compte, c'est que quand j'ai que ce soit des baisses de motivation, des baisses de productivité, des baisses d'inspiration, des baisses de créativité, eh bien, je me réfère
à ces principes, et à chaque fois tu peux être sûr que c'est parce que je passe à côté d'un, tu vois, et il suffit simplement de réintégrer ces trucs-là dans ta vie pour que tout de suite tu reprennes du level, quoi. Donc je pense que c'est vraiment c'est bon, quoi. Enfin c'est clair, puissant. Bref, c'est des trucs à tester, quoi. On partage un peu nos deux visions du truc, et c'est à tester. Il y en a qui marcheront. Enfin, voilà, tout marche, mais à voir ce qui nous correspond, quoi. Mais juste, c'est vrai que un truc de tout ce qu'on a partagé qui fonctionne, c'est gagné, quoi. Clairement. On prend juste quelques secondes pour remercier tous ceux qui supportent le podcast en rejoignant les masterclass Business et Coconut. Alors dans ces masterclass, on partage nos meilleures méthodes, nos meilleurs outils et tout ce qui a eu le plus d'impact dans nos vies et dans nos business en 20 ans d'expérience cumulée sur le web. Rendez-vous sur businessetcoconut.com pour en savoir plus. Je viens d'avoir un bruit là dans mes oreilles, je sais pas ce que c'est. Encore un... Non, il n'y a pas eu de problème. Un petit bip. Tout va bien. Ok, tout va bien, super. Bon. Toujours les pros des galères techniques avec Adrien. On a dû reprendre 2 fois le début du podcast. Quel parce que enfer. ta caméra nous a lâché ou je sais pas quoi. Enfin bref, on est là. Et là, c'est le setup infaillible. Infaillible. Est-ce que... ouais, donc là, Adrien, tu reviens de France, t'es jet lag. On s'est vu tout à l'heure, c'est difficile. Là, parle-nous un peu de ton, je sais pas, on va dire du meilleur truc de ton trip en France et du pire truc. Ok. Ah, le pire truc, je crois que je te l'ai pas raconté. C'était hier. On a failli se cracher en avion. Quoi ? J'ai vu ma vie j'ai vu ma vie défiler. Genre non mais genre on a changé d'avion et tout, quoi. Enfin, je vais te raconter. Et j'ai vraiment eu enfin c'était effrayant. Et j'ai essayé de zapper ça. Enfin, tu vois, j'ai même pas envoyé de message à qui que ce soit pour en parler. Je me suis dit, j'essaie de zapper, mais je vais quand même en parler là. Meilleur truc, ça a été de retrouver les paysages français. Moi, je suis très sensible à l'environnement. Bon, ça, je le répète tout le temps. Et voilà, mais je suis très sensible à l'environnement et très sensible à la nature. Et à chaque fois que je reviens en France, tu vois, le simple fait de me balader, quelle que soit la saison, me balader dans les campagnes françaises, je me dis, mais purée, on a vraiment le plus beau pays du monde, quoi. Alors après, évidemment, et je crois en fait qu'on a que tout est équilibre, tu vois, où que tu sois. La Thaïlande, j'y vis, j'y suis bien, mais il y a du bon, il y a du mauvais. Maintenant, c'est à moi de voir, et c'est à toi de voir, c'est à nous de voir, c'est à chacun de voir comment est-ce qu'il équilibre le bon et le mauvais pour, où est-ce qu'il trouve le plus de bon que de mauvais, tu vois. Donc moi, clairement, je préfère vivre en Thaïlande qu'en France, mais sur la question de la beauté des paysages, la beauté de l'environnement, franchement, et pour avoir un peu voyagé quand même, la France, c'est imbattable, c'est varié, on a les montagnes, et quand je dis on a les montagnes, que tu passes du Jura aux Alpes, aux Pyrénées, tout ça, c'est différent. Le Massif central, c'est encore un autre délire. On a la Bretagne, on a la côte atlantique, le littoral méditerranéen, on a... Enfin, c'est incroyable. Après là-dessus, tu vois, c'est clair qu'il y a des paysages. En fait, pour moi, un beau paysage, c'est cool, mais ça en fait pas forcément le meilleur spot pour y vivre, tu vois. Genre, les endroits, il y a les plus belles plages que j'ai vues, tu vois, que ce soit au Mexique, à Holbox ou je sais pas, sur des plages en Asie, c'est cool, mais c'est pas forcément le meilleur spot pour y vivre, quoi. Donc je pense que c'est ce truc-là, tu vois. Et c'est très cool, tu vois, quand t'es en vacances, en balade et tout ça, ces endroits-là. Mais après, y vivre, tu vois, peut-être tu peux voir la Bretagne l'été, tu peux voir la Bretagne l'hiver, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Tu vois, non, mais c'est vrai, ça dépend en fait ce sur quoi tu mets, ce à quoi tu accordes le plus de valeur. Si quelque part tu es assez. Tu vois, moi, par exemple, ce qui me déplaît beaucoup en France, c'est le fait de devoir être un peu méfiant, tu vois, faire attention quand tu poses ton portable. C'est le côté un peu, je veux dire, insécurité, tu vois, qui est, voilà, ça dépend. Mais tu vois, typiquement, les vols de moto, les machins, c'est ultra fréquent, même à la campagne, tu vois. Rien que le temps où j'étais, là, il y a, dans le petit village de ma mère, j'allais au café le matin pour prendre un café, écouter un peu les gens parler dans le café, juste pendant que j'y étais, t'as un mec qui s'est fait voler sa camionnette. Tu vois, ces trucs-là, c'est des trucs qui me pourrissent un peu tu vois,
mon cadre de vie. Enfin, je suis assez sensible à ça et ça me saoule. J'aime pas être méfiant. Et ici, c'est vrai qu'on l'a pas ça. Mais il y a donc du coup, j'accorde beaucoup de valeur à ça. Donc là, je suis bien pour ça. Et tu vois, par exemple, l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud. Alors, je sais ce qu'on dit, que ça dépend des endroits, etc. Mais j'y ai jamais foutu les pieds jusqu'à présent, exactement pour ces raisons. Et pourtant, je suis absolument convaincu que l'ambiance doit être incroyable, tu vois, l'énergie des gens, les paysages doivent être fous, la bouffe est top à certains endroits, mais pour autant, ça m'attire pas à cause de ça. C'est un truc que je mets très très haut dans mes critères, et du coup, la France, si tu veux, je l'exclus un peu à cause de. C'est une des raisons pour lesquelles je l'exclus aujourd'hui. Bah, tu vois, Amérique latine, bah, moi qui viens je faisais une base, etc. J'ai passé, je sais pas combien de temps, j'ai dû passer plus d'un an et demi en Amérique latine en tout dans ma vie, voyage nomade, mon échange d'Argentine, etc. Et c'est vrai que à chaque fois, au bout de 5-6 mois, je ressentais tu vois, cette pression un peu qui devenait trop forte, de genre, tiens, faut quand même toujours faire attention, checker et tout. En mode nomade ou court terme, ça va, mais je pense pas, tu vois, que je me baserais en Amérique latine, par exemple. C'est pareil, tu vois, c'est bien pour les vacances. Tu peux être un peu sur le qui-vive en mode vacances ou nomade quelques mois, tu vois. Mais te dire, ok, c'est chez moi, je suis basé là-bas, il faut quand même se sentir bien, quoi, tu vois. Ouais, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont complètement, j'allais dire insensibles, mais ça sonne péjoratif quand je dis ça. Mais c'est pas ça. C'est juste qu'il y a des personnes pour qui ça vient pas pourrir leur vibe d'être dans un environnement où il faut un petit peu se méfier, etc. quoi. Ça dépend des sensibilités de chacun, clairement. Après, des histoires, ouais. Mais tu vois, moi, c'est marrant parce que à la fois, oui, et comme base, bah, à part clairement, en Asie, il y a des préoccupations en moins et tout ça. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller en Amérique latine, tu vois. Genre d'aller au Mexique et commencer par le Mexique, puis aller visiter Colombie, Brésil et tout. Tu me demandes prochain voyage, tu m'envoies demain quelque part, c'est là-bas, quoi. Donc, qu'est-ce que tu as envie de. Qu'est-ce qui te manque là-bas? Le goût du risque. Non, je rigole. L'instinct de survie. Non, mais le cadre, l'ambiance, le fait de pouvoir communiquer avec les gens dans la même langue. Ouais, tu vois, genre vraiment, il y a une vibe qui est juste incroyable. Et moi, c'est une région en particulier, tu vois, où est-ce que j'irai au Mexique, là, aujourd'hui, demain, c'est soit côte Atlantique, soit côte Pacifique, tu vois. Et en fait, tu as tellement de trucs à faire autour, genre Playa del Carmen, la ville est pas ouf en soi. Il y a beaucoup d'Américains, de touristes et tout, mais en fait, de là, tu peux plonger. Tu as une petite île en face. Tu peux aller à Holbox, qui est pour moi un des plus beaux endroits du monde, qui est une île aussi au nord de Cancun. Tu as les temples et les ruines mayas. Tu as les cénotes, qui sont des piscines naturelles, des formations d'eau naturelles, mi-salée, mi-eau douce. Tu as des lagunes. En fait, tout ça à 2 heures de voiture max de Playa. Ouais, c'est fou. Tu vois. Et en plus, Playa, il y a la plage dans la ville. Tu peux te balader partout à pied. Enfin, j'avais pris un abonnement de vélo, tu vois. C'était 15 € l'année, je crois. Et t'as les tacos aussi. Enfin, tu vois, et l'ambiance latina, tu vois, t'as les pieds sur la plage, t'as un groupe de reggae qui joue de la musique. Toi, tu manges des tacos. Enfin, t'es bien, quoi. C'est une ambiance plus relax. Plus, tu vois, en Asie, ce que j'aime beaucoup, et tu vois, je me vois bien passer quelques années basé ici aussi. Mais il y a, en général, globalement, un peu moins ce côté fun, tu vois. C'est ce qui en fait aussi une bonne base. Mais il y a un peu moins ce côté fun, genre tu sais pas comment la soirée peut déraper, tu vois, dans l'idée. Ouais. Et voilà, les gens se couchent tôt, se lèvent tôt en général. Enfin, c'est plus productif. Voilà. Bref. En Amérique du Sud, tu as plus ce côté un peu fête, profiter de la vie, vivre à 100 à l'heure et kiffer, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Ok, donc ton top truc, c'était les paysages, et le pire truc, donc raconte-nous ton crash d'avion, là. Ouais. Non, en fait, non, sincèrement, ça a été vraiment flippant. En fait, je suis pas rentré directement, j'ai passé quelques jours à Kuala Lumpur. Et donc, du coup, c'est sur le vol Kuala Lumpur-Chiang Mai où l'avion, donc hier, l'avion au décollage, donc tu sais, il prend de la vitesse. Tu vas commencer, tu sais, ça tremble de partout, il accélère les moteurs à fond, etc. Et au moment où il est à fond, au moment de décoller, eh ben, il freine en fait, il freine à fond, tu vois. Et donc là, tu as tout le monde qui bascule en avant.
tu sais, avec la main contre le siège de devant, ça vibre de partout. C'est vraiment flippant, tu vois, ce moment. Dans ta tête, ce qui se passe, enfin moi en tout cas, c'est à quoi j'ai pensé. Je me suis dit, mais si la piste, vu qu'on a déjà roulé longtemps et qu'on allait vite, ça se trouve la piste elle est pas assez longue. Et là, on va se prendre un truc en face. Tu vois, enfin tu sais, je me dis, il y a un truc bizarre là. Et donc ça, c'est juste flippant. En plus, à ce moment-là, j'étais pas à côté d'Ella. Et c'est et c'est très bizarre, mais tu sais, à ce moment-là, tu te dis, j'espère qu'elle va bien, j'espère que, tu vois, j'avais ce côté un peu frustration. Je me disais, putain, voilà. Et en fait, au moment où il se passe ça, on nous dit rien. C'est-à-dire que l'avion s'arrête et t'as juste le commandant de bord qui dit un truc du genre rester assis. Et là, il repart, il roule doucement. Et là, tu te dis, attends, on ne sait pas pourquoi il a eu une phase comme ça. On n'est pas habitué à ça, on n'y connaît rien. Enfin, tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé. Et il repart comme ça. Je me disais, j'espère qu'il est pas reparti pour redécoller. J'avais qu'une envie, c'était de dire, attendez, laissez-moi descendre, quoi, tu vois. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'on roule un moment et on retourne se garer là où on nous a expliqué que l'avion avait un problème technique et donc le commandant de bord nous dit safety first, tu vois, genre la sécurité d'abord, donc ils envoient un mécanicien pour vérifier je sais pas quoi. Je t'avoue que là j'étais pas rassuré. J'imaginais le mec qui allait resserrer 3 boulons et dire c'est bon vas-y, et ça me faisait complètement flipper. Et finalement on nous a fait évacuer l'avion. On est parti dans une autre salle d'embarquement, on nous a servi à manger, on a attendu machin, ils ont préparé un autre avion et on a pu repartir. Ce qui me rassurait, c'était de me dire que des problèmes techniques, ça va pas arriver sur 2 avions de suite, tu vois. Je me suis dit statistiquement, normalement, je suis safe sur le deuxième. Donc, mais je t'avoue que j'avais un peu les boules. Et au moment du décollage du deuxième, l'avion oscillait un peu, c'est tremblait et il partait un peu à droite à gauche, mais ça arrive souvent si tu veux, ça arrive très fréquemment, mais au vu de l'épisode juste avant, et ça suffisait à me faire flipper quoi. Donc vraiment terrifiant quoi. Enfin, c'était terrifiant. Après, tu regardes un peu l'équipage. Il avait pas l'air très inquiet quand je te dis qu'on a failli se crasher. Évidemment, je pense que j'exagère complètement et que sur une échelle tu vois, on était peut-être à 3% d'un crash, tu vois. Mais quand t'as jamais vécu ça, c'est assez flippant. Donc du coup, tu regardes un peu le personnel de bord. Et eux, ils avaient l'air, tu vois, sereins. Et c'était quoi comme compagnie? Parce que je sais qu'il y a une compagnie de Malaisie qui est pas du tout recommandable. Ah oui, l'avion qui a disparu, c'était un vol malaisien, tu sais. Ouais, enfin ma copine, elle a été hôtesse de l'air pour Singapore Airlines, tu vois. Je lui avais demandé une fois, tu sais, j'étais en Malaisie. Et elle me dit surtout, prends pas Malaysia Airlines ou un truc comme ça, tu vois. J'étais ok. Non, c'était ok, bon je note. C'était AirAsia. Ok, bon, ouais, classique. Ok. Bah, c'est pas ouf non écoute, plus. content de t'avoir toujours parmi nous, parmi les vivants, Adrien. J'espère que tu vas tirer des leçons et que tu vas vivre ta deuxième vie différemment. Non mais n'empêche, ça fait quand même quelque chose. Et attends, et pour l'anecdote avion, à l'aller, donc lorsque je suis parti en France, donc il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, j'ai eu, tu sais, juste avant que je parte, mais vraiment 2 jours avant, il y a un avion entre Londres et je sais plus et Singapour. Oui, il y a eu un truc de Singapour, ouais. Oui. Ouais, c'est ça, et qui a dû se poser en urgence à Bangkok parce que il y a eu des comment on appelle ça, pas des perturbations, des comment on appelle ça, tu sais, des trous d'air quoi. Ouais. Bref, hein, le mot m'échappe, mais peu importe, tu vois le truc. Et des trucs assez importants. Donc juste avant, je reçois des SMS de personnes qui te disent, tu sais, évidemment, juste avant que tu partes, fais attention en avion. Je fais attention de quoi, tu vois. Je m'accrocherai bien. Ouais. Okay. Oui, merci. Donc ça, enfin moi, pourtant j'ai pas peur en avion, mais tu vois, ça te stresse un peu. Et j'ai eu les pires trous d'air que j'ai jamais eu.
à l'aller. Et pareil, complètement flippé. J'ai regardé l'équipage qui avait l'air ultra relax. Mais pareil, encore une fois, quand toi, c'est la première fois que tu as des mince. Je vais dire perturbation, mais le mot c'est pas perturbation. Mais quand tu as des perturbations qui sont très fortes, tu sais pas en fait où ça en est. Tu sais pas à quel niveau sont ces perturbations, où est la limite si tu veux pour que ce soit dangereux ou qu'il y ait un accident, tu vois. Tu sais pas si tu es sur une échelle de, on va dire 0, il n'y a pas de perturbation, 10, l'avion se casse en deux et tu tombes. Tu sais pas si tu es à 8 ou si tu es à 2 en fait, parce que tu sais pas où elle est la limite, tu vois. Donc ça m'a fait flipper aussi. Donc ce voyage était très perturbant au niveau des transports. Ouais. Bon bah écoute. Voilà. Et toi, t'as eu du coup, t'as fait lorsque je suis parti, toi t'as fait un petit séjour à Krabi, donc sur les plages en Thaïlande. Exact. Ouais, après quelques temps ici, après je pense un mois et demi, presque 2 mois à Chiang Mai, j'avais vraiment envie d'aller me tester ce petit trip à la plage, parce que moi, dans mon choix de base, un truc qui me manquait à Chiang Mai, on en parlait tout à l'heure, c'est la plage. Et en fait, c'est un peu un truc qui manque à tout le monde qui a été nomade et qui se base à Chiang Mai. C'est ok, c'est super Chiang Mai, mais il n'y a pas la plage. Et du coup, moi je m'étais dit, ok, je suis à Chiang Mai, je me base là, ça correspond à la majorité des critères, mais du coup, je vais aller tester de faire ce concept d'aller me faire un week-end ou quelques jours, tu vois, à Krabi en mode travail-vacances, quoi. Tracances, c'est le mot à la mode sur LinkedIn. Donc j'ai fait ça, je me suis booké mon petit truc, un petit hôtel sympa à Oneng, une excursion plongée le premier jour, tu vois, histoire de faire du bateau et tout. Donc c'était très très cool. Ça faisait 1 an que j'avais pas fait de plongée. Bon là, c'est assez en pluies là-bas aussi, donc il y avait quand même pas une visibilité de ouf sous l'eau. Genre la première plongée, c'était peut-être la pire que j'ai fait de ma life, parce que genre on était au pied d'une falaise, là, les pains de sucre qu'il y a là-bas. Et en fait, la visibilité dans l'eau, je rigole pas, tu vois, genre à 3 mètres, tu voyais pas le mec, quoi. Genre avec sa lampe torche dans l'eau, tu sais pas où t'es. En plus, moi, quand j'ai pas plongé plus longtemps, j'ai du mal à équilibrer une de mes oreilles, tu vois. Donc j'étais là, genre, il faut pas que je le perde, tu vois. Parce que sinon, c'est genre remontée d'urgence si tu te retrouves pas tout le monde d'ici une minute. C'est un peu flippant. Combien de mètres de profondeur on est allé, je crois que la première plongée, on a été à 12 mètres, un truc comme ça. Okay, et la deuxième, un peu plus. Mais mais quand tu vois pas, et tu vois, là, donc c'était un peu galère le temps d'arriver jusqu'au fond là-bas. Mais là-bas, tu vois, une fois arrivé au fond, même visibilité de mer, etc., on a quand même vu un petit corail avec genre 2 Nemo comme dans le film, tu vois. Genre, donc c'était ok, c'est cool, quand même sympa. Et non, c'était cool. J'ai vu aussi des hippocampes qui sont endormis, tu vois, ils sont accrochés par leur queue à des coraux et ils sont en train de dormir, tu vois, ils sont ballottés par l'eau, tranquille. Tu es là, ok. Et en fait, pendant ce concept-là, donc je suis parti 4 jours, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'ai fait un concept un peu intéressant, c'est que le matin, je faisais mes activités. Donc le jeudi, en gros, je fais ma plongée. Ensuite, je suis rentré, petit lunch, sieste, et je suis allé au café, tu vois, en milieu d'après-midi. J'ai bossé un peu d'un petit café dehors, tu vois, pas loin de la plage. Et le vendredi, j'ai fait pareil, tu vois. Le matin, je suis allé louer une moto manuelle pour m'entraîner à passer les vitesses et puis me balader aussi. J'ai visité des endroits trop cool, genre un peu galère. Je t'ai écrit à ce moment-là, genre là, je suis arrivé en haut d'une montagne avec ma petite moto manuelle, tu vois, 125, et il y avait de la boue, des trucs et tout. J'étais là, ok, est-ce que tu as des conseils pour redescendre, Adrien? Parce que ça va être compliqué. Et ce que tu m'as dit m'a bien aidé. Ferme les yeux. Vraiment ouais, c'est ça. Non, mais une vue de ouf sur genre une vallée de palmiers avec les pains de sucre, la mer et tout. C'était genre incroyable comme endroit. Et puis du coup, pareil, je finis mon tour, je suis rentré, petite sieste, et je vais au café, tu vois, à 15-16 heures. Et en fait, ces jours-ci, vu que j'étais en lancement en plus de Freemote, Vanessa, ma bras droit, était en vacances, mais j'étais relax, quoi, et je faisais du coup les priorités du jour, quoi. Et en fait, des fois, c'est pas mal d'avoir que, je sais pas, on va dire 2 heures pour bosser, parce que t'es vraiment focus sur, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tout se passe bien, quoi. Et voilà, donc petit séjour réussi. Je pense que je le referai. En fait, je pense que c'est cool d'avoir un peu des séjours thématiques. Tu vois, là, c'était plongée, moto, balade. J'aimerais bien aller faire un petit séjour comme ça à Warin pour faire, je sais pas, une semaine. Tu vois, je prends cours de kitesurf le matin, boulot à l'après-midi. Tu vois, des séjours thématiques pour couper un peu de quand je reste quelques temps à Chiang Mai ici, tu vois.
une fois par mois, je pense que c'est pas mal de te faire un truc. Ça peut être aussi être dans le coin. Mais ouais, voilà. Et du coup, là, je suis revenu et je repars là, du coup, dimanche pour mon trip annuel en Europe. Mais cette fois-ci, vu que je suis plus nomade à temps plein, c'est un peu différent. D'habitude, je partais, tu vois. Je rentre quand j'ai fini ma saison, tu vois, je sais pas, en juin. Je travaille un peu depuis chez mes parents. Je vais au Portugal, je vais un peu partout, tu vois, pendant quelques mois. Et après, je repars un peu plus loin. Si je repars plus loin, parce que des années, j'étais parti au Maroc, tu vois, où c'est un peu moins loin. Et là, du coup, je vais en Bulgarie au Nomad Fest où je suis speaker. Donc, ça va être assez cool. Conférence en anglais que j'ai intitulée Freelance 2.0, How to Double Your Rate, Your Free Time and Your Happiness. Donc, je pense que ça va attirer du monde avec un titre comme ça. Et un titre un peu putaclic pour conférence. Mais ça va être vraiment une belle expérience. Je suis un peu stressé, tu vois, à l'idée de monter sur le stage en anglais. Je vais être encore jet lag et tout quand ce sera le moment. Mais en même temps, une bonne excitation, tu vois. Donc, ouais, voilà. Après, on va rester 3 semaines en tout là-bas. Et ensuite, je vais faire un petit tour, petit passage en France et revenir en Asie d'ici fin juillet, quoi. Et plutôt que rester 3 mois en Europe, là, c'est vraiment plus efficace, quoi. Genre, quand je passe en France, je dis, OK, je suis à Paris tel jour, je vois ma grand-mère, je vais à Lyon. Tout le monde est au courant de où je serai quand je serai. Après, à eux de venir me voir, tu vois, aussi. Trop bien. Donc, ouais. Ça, c'est un sujet. Là, il y a plein de sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu as dit. Mais par rapport à ton rôle de speaker au Nomad Fest, je te propose qu'on se garde ça pour un épisode qu'on fera quand tu seras là-bas. Ça peut être plus intéressant, peut-être un moment quand où je l'aurais fait. Ouais, voilà, que tu puisses peut-être nous partager un peu comment tu as vécu la pression, le stress avant, comment t'es passé sur scène, comment la pression, comment tu as réussi à gérer ça, etc. Je pense que ce serait un vrai truc, mais j'imagine que ça doit être quand même assez stressant, d'autant plus que il y a quand même du monde. Ouais, tu vois, moi j'ai organisé beaucoup d'événements, j'ai animé pas mal de ces événements, tu vois, en anglais où il y avait 200 personnes dans la salle, mais j'étais pas speaker au truc, tu vois. J'ai fait des conférences, ateliers, tu vois, sur le growth marketing et plein de choses comme ça, mais en plus petit comité. Et là, du coup, d'aller sur le stage talk speaker, tu vois, les conférences, pareil, la conférence, j'ai la conférence en mode VIP, tu vois, on a des dîners spéciaux speakers, il y a des gens super cool parmi les speakers, tu vois, un gars, Joachim, un Québécois que j'avais croisé un peu comme ça online à Montréal, tu vois, maintenant il a un énorme portfolio dans les cryptos. Il a aussi un business de villa à Bali, enfin des gens assez cool, quoi. Ouais. Ok, on fera un récap après. La conférence est dans 10 jours pile. Là, on est 14 juin, c'est le 24 juin. Donc, on va sûrement tourner des épisodes dans les quelques jours après. Donc, carrément. Chouette. Trop bien. Et l'autre sujet, c'était, mais je crois qu'on en a déjà parlé, tu sais, le sujet de quand tu es à l'étranger et que tu repasses un peu en France, gérer justement les relations, voir les amis, machin, c'est pas forcément évident. Mais d'ailleurs, tiens, je peux te partager une petite anecdote. Juste au moment j'ai passé beaucoup de temps en Bourgogne, enfin beaucoup de temps, je suis resté 2 semaines en tout, mais j'ai passé l'essentiel, enfin je suis allé en Bourgogne très tôt, je suis repassé rapidement à Paris parce que j'avais un truc à faire et je suis retourné en Bourgogne direct après, donc j'ai quasiment pas passé de temps à Paris et j'ai un ami à Paris qui m'a envoyé un message en me disant j'ai appris que tu étais en France, tu vois, même pas tu préviens et tout, enfin tu vois un peu. Et j'ai eu ce truc de culpabilité et du coup j'ai réussi à lui caler un rendez-vous le lundi matin, genre à 9h, alors qu'à 11h j'avais un meeting pour une rentrée copy training, tu sais, meeting de présentation de démarrage de promo. J'ai réussi à lui caler le rendez-vous avant et je prenais l'avion l'après-midi. Enfin, tu vois, c'était mais en fait, honnêtement, j'ai culpabilisé, tu vois. En soi, je me suis dit, tu vois, ce rendez-vous, on aurait pu le faire par téléphone, on aurait pu faire ça, mais j'ai pas réussi à
tu vois, j'ai été un peu faible. Au final, ça m'a fait plaisir, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué de satisfaire un peu tout le monde. Et les gens peuvent avoir tendance à se dire que finalement, parce que tu vas pas les voir, en fait, tu t'en fous d'eux, etc. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. C'est juste que toi, quand t'es en France, pour les gens, ils ont juste un rendez-vous à mettre et c'est bon, tu vois. Mais toi, tu as combien de personnes à voir? Et du coup, c'est compliqué aussi de tout gérer. Donc, tu es obligé de prioriser. Et souvent, tu vas prioriser la famille, quoi, surtout quand tu es là pour pas longtemps, quoi. Donc, c'est pas évident. Après, tu vois, moi, je me dis aussi de plus en plus, ça fait quand même depuis 2010 que j'habite plus en France, donc ça fait un petit moment, tu vois. J'étais longtemps à Montréal, puis un peu partout, tu vois. Les occasions de passer me voir, même en Europe, ont été nombreuses, tu vois. De regarder qui est venu, qui a fait l'effort aussi à ces moments-là. Parce que, tu vois, c'est un peu, voilà, c'est un peu dans les deux sens, quoi. Après, au bout d'un moment. Ouais, puis il y a aussi des gens, tu vois, que tu perds de vue, puis tu retrouves comme ça aussi, même de passage, quoi. Clairement. Et d'ailleurs, ça c'est marrant, tu sais que mes plus proches amis, quand j'étais en France, sont jamais venus me voir une fois après que je sois parti, si tu veux. Et c'est d'autres personnes avec qui j'étais pas super proche, tu vois. On était copains, amis, tu vois, mais pas super proches. C'est d'autres personnes, du coup, qui ont saisi l'occasion, tu vois, d'avoir quelqu'un dans un pays, ailleurs, machin, pour venir me voir. Et il y en a eu plusieurs comme ça. Et finalement, ça m'a rapproché de personnes dont j'étais pas super proche. Et je dirais que ça m'a un peu éloigné d'autres personnes dont j'étais proche. Tu vois, les rôles sont un peu inversés. Enfin, c'est pas forcément les personnes que j'attendais qui sont venues et inversement. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ouais, puis moi j'ai aussi un truc qui m'a marqué pour ce voyage là, tu sais, parce que c'est beaucoup de logistique. Moi je venais de Bulgarie, fallait que je passe à Paris, tu vois, qu'on a organisé un truc avec ma team, des gens et tout ça. Tu sais, ma grand-mère, faut que je passe la voir parce que c'est quand même c'est important, puis ça me fait super plaisir aussi. En fait, c'était beaucoup de logistique, tu vois, les trains, les machins et tout ça, le départ, l'arrivée. Et ma copine, elle m'a dit un peu un truc, elle m'a dit, mais qu'est-ce que ce serait pour toi, tu vois, parce que c'est des vacances que je prends aussi pour être off et être là. Elle me disait, mais c'est quoi qu'est-ce qui te ferait plaisir, en fait, tu vois, dans ce truc-là. Du coup, ça m'a vachement fait réfléchir au truc. En fait, je l'ai pas fait là parce que c'était un peu compliqué et tout, mais idéalement, tu vois, c'est genre, où est-ce que j'ai envie d'être, tu vois, idéalement, si je fais le truc parfait de mon passage en Europe, c'est, je passe un peu de temps chez mes parents, je vois les gens qui sont là et tout, et je sais pas, je loue une villa au bord de la mer, tu vois, avec une piscine, et tout le monde passe me voir, quoi. Tout le monde peut passer un moment, ou alors il y a des amis qui viennent en même temps, tu vois, qui sont amis communs, et tu vois un peu le truc. Grave, c'est trop bien. Mais là, c'était un peu compliqué, mais ouais, dans l'idée, tu vois, c'est aussi, tu sais, on passe parce on a envie, mais on se sent aussi un peu obligé de le faire, tu vois, de temps en temps. C'est ça. Mais comment rendre le truc agréable? Du coup, là, on a étendu aussi la Bulgarie, ce qui est cool. Le voyage de retour, je vais sûrement me faire un stop quelque part et autres. Mais ouais. Non, puis de le faire, cette fois, si je le fais vraiment, genre, quand je serai en France, je vais pas travailler. À part le meeting de mon équipe à Paris, que je considère pas non plus comme du travail, tu vois, c'est plus cool de se voir en vrai. Mais ça, je pense que c'est pas mal aussi pour vraiment profiter, être en mode genre, ok, je suis avec les gens. Je suis pas tiraillé entre ah merde, je dois bosser, et ah merde, je dois voir telle personne, ah, faut que j'aille en ville, tu vois. Et je pense que ça sera game changer aussi dans l'expérience, quoi. Ouais, top. Top. Bon, du coup, on a fait une demi-heure de catch-up, Adrien. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme... Je sais pas si ça intéresse les gens, ça. Bon, on a déjà passé 3 heures ensemble avant en personne, tu vois. Mais là, on fait le catch-up, mais version publique. On a dit d'autres trucs en plus, mais je sais pas. Dites-nous dans les commentaires, envoyez-nous un message pour nous dire si ça vous intéresse, ce genre de catch-up, et de voir comment on pense par rapport au truc aussi. C'est ça aussi qu'on partage à travers ça, quoi. C'est pas juste pour raconter notre life. Sinon, dites-nous, on s'en fout, c'est pas grave. Dites-le. Voilà. On va voir les commentaires. On s'en fout. Voilà. Avec le timestamp, tu sais. 17 minutes 12, 2 points, on s'en fout. Dites-nous, on veut tout savoir. Yes. Du coup, parmi les sujets, vu que peut-être qu'on peut recommencer peut-être un peu dans l'ordre, mais donc j'ai l'impression qu'on parle toujours de Chiang Mai. Mais
peu importe, en soi, en ce moment, c'est la saison des pluies, là, qui a commencé. Et donc, en gros, il fait un peu gris, un peu plus gris, même s'il y a des beaux, un beau ciel bleu et tout. Et il pleut en général 1 heure en fin de journée, quoi, vers 18h, plus ou moins. Moi, ça me saoule quand même pas mal, ce temps-là, parce qu'il fait plus humide, plus lourd, et voilà. Et du coup, je t'ai partagé en vocal WhatsApp, je t'ai dit, Adrien, genre, ça a un peu fait ça depuis des années, mais j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, tu vois. J'ai envie de geeker, quoi, genre d'être chez moi à l'intérieur. En plus, ici, c'est facile, tu te fais des rats à bouffer, tu joues, tu fais tes trucs. Et du coup, tu m'as prêté ta PS5. Merci. Encore. Et j'ai joué à différents jeux. J'ai même acheté GTA 5, tu vois, parce que c'était ça que j'avais en tête en mode geeké. Tu vois, je me balade dans un monde virtuel et puis je fais le truc, tu vois. Et c'était cool. Franchement, c'était cool. Ça a fait des bons trucs, tu vois. Et je pense que le premier week-end, c'était le week-end dernier, j'ai un peu trop abusé du truc. Genre, j'étais un peu trop dans mon truc. J'ai joué un peu à plein de trucs. Enfin, bref. Et bah, j'aime bien pour le coup, tu vois, la soupape du jeu vidéo en mode genre, ok, vas-y, je vais jouer. Je suis dans un truc, je suis actif. Je suis pas devant Netflix, mais je me relaxe. Mais je pense que j'ai un peu surfait. Et du coup, ça a un peu dégoûté du truc assez rapidement. Ce qui est une bonne chose, hein, parce que moi, quand j'étais ado, genre, je sais pas, 14, 15, 16 ans, je jouais à fond à Counter-Strike. Genre, j'avais une team, j'avais un serveur, j'étais vraiment à fond dedans, quoi. Et mes parents, c'est marrant d'ailleurs, par niveau éducation, ils me mettaient des fois un peu des stops parce que c'était trop, puis c'était l'ordi familial, quoi. Mais après, j'ai trouvé le moyen de m'acheter mon propre ordi. Et donc, du coup, j'avais plus cette limite-là. Et tu vois, ils me faisaient des petites mises en garde, etc. Mais en gros, eux, ils se disaient, bah, faut pas s'inquiéter, il est social, etc. Il va se dégoûter du truc. Et en fait, je me suis dégoûté du truc à un moment, tu vois. Et je pense que c'est pas mal. Mais du coup, voilà, j'ai eu un petit peu cette saison geek. Et du coup, je voulais te demander, parce que toi, tu t'es acheté cette PS5. Moi, tu me l'as prêté, sympa. Mais toi, tu te l'as acheté. Est-ce que c'est aussi saison des pluies? Est-ce que tu as senti ce besoin de jouer? Ou je trouve ça intéressant. Ouais, clairement. Moi, j'ai jamais été un gros joueur. Enfin, j'ai beaucoup joué, mais j'étais pas un gros joueur. C'est-à-dire que je jouais à des jeux de foot ou à des jeux de course de moto ou de voiture. En gros, c'est jouer à ça. Ou skateboard, c'est Tony Hawk, des trucs comme ça. Mais je me suis jamais embarqué dans des trucs genre jeux de rôle, Final Fantasy, même GTA, j'ai jamais trop joué. Tu vois, les jeux avec une histoire, etc. C'était plus, tu vois, pour m'occuper plutôt que pour m'impliquer. Tu vois. Et du coup, je jouais, là, je te parle, c'était sur la PlayStation 1. Et j'ai des bons souvenirs quand même là-dessus. Ouais, j'avais eu la PlayStation 1. Et après, j'ai jamais eu, quoi. Ah ouais, bah, clairement. Et j'ai pas eu de console, après. Et, et j'avais cette envie de rejouer un petit peu. J'avais dû voir passer un truc avec une pub pour Gran Turismo ou je sais pas quoi. Et c'est un jeu que j'avais sur la PlayStation 1 et qui était un jeu de voiture incroyable, tu vois. Tu pouvais acheter tes voitures, les modifier, les machins, tu sais. Et c'était cool. Et du coup, j'ai eu envie de rejouer à ça. Au départ, je t'avoue que je pensais pas acheter une PlayStation. Je me suis dit, bah, je vais regarder si je trouve pas des trucs en ligne ou je sais pas quoi. Rapidement, ça m'a pris la tête. Je suis allé à Centrale, au supermarché, puis j'ai acheté une PlayStation. Et en l'occurrence, c'est vraiment pendant la saison des pluies moi en tout cas que ça me motive à jouer. Toi, c'est un peu le même truc que t'as eu finalement, parce que sorti de la saison des pluies, j'y ai jamais retouché, quoi. Tu vois, et même vraiment pas du tout envie d'y jouer. Et là, tu vois, je viens de rentrer, je vois le ciel, bon, là qui est un peu gris au loin. Je me dis pourquoi pas, tu vois. Bon, là, c'est vite réglé. J'ai pas de télé dans cette maison. Il faut que j'achète une télé. Non, mais c'est intéressant. Puis moi, tu vois, en fait, il y a le temps et tout, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que t'es actif, tu vois, par rapport à te poser devant Netflix. Et t'es actif. Et je trouve ça intéressant, tu vois. Puis t'as aussi le jeu, le côté jouer online. Alors, ça, c'est un autre truc, tu vois. Mais tu vois, moi, genre, typiquement, genre là, j'ai pas fait les trucs parce que je pars et puis c'est ta PlayStation et machin. Mais tu vois, t'as l'abonnement pour jouer en ligne. Genre, moi, je sais que j'ai pas mal de potes de Montréal qui jouent en ligne à différents jeux, tu vois. Ils jouent et tu vois, c'est un moyen pour eux de socialiser à distance entre potes.
et je suis jamais avec eux dans les sessions de gaming online parce que bon, il y en a qui sont à Montréal, d'autres au Mexique, d'autres en France, donc c'est des fuseaux horaires un peu compliqués. Mais ouais, cette saison est plus. Puis moi, il faut dire aussi que du coup, peut-être que je peux enchaîner sur d'autres sujets d'après. Ouais. Mais un deuxième élément, c'est que en fait, il y a 2 semaines, dimanche, il y a 2 semaines, j'avais un live que je faisais sur YouTube, Instagram, LinkedIn, etc. Un live pour, en fait, moi, je voulais inciter les gens à se lancer en freelance, profiter de l'été pour se lancer plutôt qu'aller glander et faire des barbecues tout le temps, quoi, même si c'est très sympa. Et du coup, je me dis, je vais faire un petit live là-dessus. Et en fait, j'avais prévu ce live pour le dimanche soir, donc c'était juste à mon retour de Krabi, tu vois. J'avais timé le truc, je dis, ok, il faut que je l'ai déjà planifié, donc je vais revenir. Le voyage s'est fait après. Donc je vais revenir, c'était dimanche soir, pour être bien chez moi, maintenant que j'ai un petit peu un mini setup et tout. Et en fait, mon live était à 22h en Thaïlande, parce que pour avoir une horaire sympa en Europe. Et quelques minutes avant le live, j'aime bien me bouger un peu, parce que surtout à cette heure-là, j'ai déjà fait des lives à 2h du matin et tout. Et donc, je sais pas, des pompes, des jumping jacks, mettre de la musique et tout. Et là, tu te souviens, je m'étais commandé une barre de traction. Ouais. Je t'ai déjà raconté l'histoire un peu, je sais pas si tu as tous les détails, mais du coup, je m'étais acheté une barre de traction sur le Lazada, le Amazon local. Donc, au début, je disais, mais attends, il manque des pièces, je vais pas arriver à la monter. Finalement, j'ai trouvé comment la monter avec les instructions en taille. Bon, bref, toute une histoire. Donc, j'ai monté la truc, je l'ai mis sur ma porte de salle de bain là-bas, là. Et du coup, avant le live, 2 minutes avant le live, tu vois, ou 5 minutes, je me dis, ok, vas-y, je vais faire quelques tractions. Ça va, j'ai la barre qui est là installée, ça va me motiver. Je vais être en bon truc. Et en fait, quand je faisais littéralement mes dernières tractions, parce que j'ai pas une endurance de fou sur ça, la barre se décroche, genre je sais pas comment on appelle ça, le cadre de la porte en haut, et je tombe comme un con sur le dos, enfin les fesses, quoi, le coccyx. Derrière, ma tête tape le mur et mes coudes tapent le sol. Et du coup, j'étais genre vraiment sonné, quoi. Genre, j'avais pas eu de trucs comme ça, de choc ou de chute depuis super longtemps. Ça m'était arrivé une fois en ski, je crois. Mais bon, j'avais un casque et c'est la neige, quoi. Donc, et là, tomber sur le sol, genre super dur du truc. Et c'était un peu le moment un peu panique, quoi. J'avais mon live, donc j'ai appelé Vanessa avec qui je travaille, genre qui était encore en vacances. Je lui dis, là, il faut que j'aille à la pharmacie. Enfin, en plus, ce qui s'est passé, c'est que mon coude s'est ouvert aussi et je pissais le sang. Et du coup, je dis, je vais pas faire ce live là, tu vois. Au début, j'étais là en mode genre warrior, vas-y, fais le live et t'iras dans une demi-heure à la pharmacie. Et en fait, non, j'avais pas du tout, enfin, je m'étais cogné la tête, quoi. J'étais pas dans le bon truc. Et bref, tout ça pour dire que j'ai reporté mon live et que j'ai survécu, mais tu vois, j'ai dû aller 3 fois chez l'ostéo, 2 fois chez le médecin parce que mon coude, c'était un peu, c'est pas, tu t'es raflé, quoi. C'est un choc qui t'a fait ouvrir le coude. Et donc, en plus, ça s'est infecté et tout. Et en fait, je pense que ça, plus donc de ne pas pouvoir faire grand-chose, plus la saison des pluies, plus aussi le fait de ne pas pouvoir faire de sport, ça m'a mis un peu dans ce truc, il faut que je fasse quelque chose, tu vois, d'actif à l'intérieur et tout, quoi. Et ouais, le manque de sport, ça a été vraiment beaucoup plus majeur que j'aurais pu penser, parce que moi, je voulais en refaire, tu vois. Je dis au médecin, c'est bon, c'est mon coude, je peux courir, mon coccyx, c'est bon, tu vois, et tout. Elle dit, non, le coude, si tu cours, tu vas bouger ton bras, tu vas le réouvrir, ça se finira jamais. Donc c'était vraiment compliqué. Et là, je pense que je vais aller courir ce soir. Pour la première fois, du coup, depuis 3 semaines, je vais faire du sport, quoi. Et c'était vraiment dur de pas faire de sport. Je sais pas si c'est juste moi ou quoi, mais ça fait vraiment partie de mon équilibre, en fait. Et même, je dors moins bien, voilà. Et c'était une réalisation assez majeure, quoi. Ça va faire du bien de reprendre. Mais donc, clairement, la qualité de vie est complètement différente dès lors que tu t'intègres le sport à ta routine, quoi. Ouais. C'est clair. Ouais, du coup, j'ai essayé de jongler avec. Tu vois, je te parlais tout à l'heure d'une application qui s'appelle Rise. Il y a un essai gratuit sur l'Apple Store là que j'ai testé, qui est connecté du coup avec ma bague ou enfin vos stades de sommeil, quoi, et qui m'a donné un peu plus d'explications sur mon rythme, parce que je pense qu'en fait, en faisant du sport, en fait, moi, il y a des trucs, faire du sport, ça me prend l'énergie physique, mais ça me redonne l'énergie et de la clarté mentale. Comme aussi, là, j'ai refait un peu de trompette, pareil, c'est un peu le même genre de truc. Et sans un peu ces cheat codes du sport, tu vois, qui te redonnent l'énergie ou autre, mon énergie du jour, c'était l'énergie du jour que j'avais, tu vois. J'avais pas de truc à part prendre du café pour jouer dessus. D'habitude, tu vois, si on est l'après-midi et que je suis un peu slumpy, machin, je vais aller courir un peu, ça me remet, et voilà, quoi. Et du coup, j'ai étudié un peu plus mes rythmes dans la journée. Et il s'avère que selon mes 1 an et demi de stats Oura Ring et cette application, déjà, j'avais une dette de sommeil assez importante. Donc là, je suis en train d'essayer de la rattraper. Je suis à 5 heures, donc ça va. 5 heures de dette de sommeil. Et plus je rattrape, plus je vois que je suis mieux dans mon quotidien.
Et de deux aussi, ça m'a montré un peu mes zones dans la journée de productivité, d'énergie. Et en fait, carrément quoi. Donc le matin quand je me réveille, j'ai environ 1h30 un peu qui s'appelle de grogginess. C'est pour ça que je me mets jamais dans vraiment les trucs deep work tout de suite. Je fais un petit peu d'autres trucs, etc. Le temps de me réveiller. Et donc jusqu'à 14h, je suis bien. Et 14h, c'est genre la afternoon slump. Donc là, je suis jusqu'à 18h selon l'app, je suis cassé. Et du coup, en fait, j'ai remarqué que quand j'ai des calls, vu qu'avec les 15 jours à l'après-midi, ça va, je peux les faire et ça, c'est cool, tu vois. Mais quand c'est d'autres trucs et que je dois me concentrer, j'arrive pas. Et du coup, maintenant, ce que j'ai fait là, ces dernières semaines, c'est me prendre une grosse pause l'après-midi, aller marcher au lac là quand il pleut pas, ou me faire un truc où je ferai du sport à ce moment-là, en fait, maintenant, et reprendre le boulot, genre en fin de journée, 17-18h. Je me mets à mon ordi, je me mets une bonne playlist. J'ai mes lumières aussi là que j'ai acheté, la Philips Hue, qui c'est génial. Je me mets comme ça et j'ai un regain de productivité jusqu'à environ 20h, quoi, manger. Et il y a des trucs, littéralement, tu vois, des plans de vidéos que si j'avais fait l'après-midi, ça m'aurait pris genre 2 heures et ça m'aurait saoulé, tu vois, ça aurait été chiant. Traiter mes mails, des trucs comme ça aussi. Et là, en fait, le faire à cette heure-là, genre, je suis dans mon flow, mais de malade. Et du coup, j'ai envie de garder ce rythme-là, quoi. Mais c'est trop bien. Et du coup, j'ai installé cette appli tout à l'heure quand tu m'en as parlé, mais tu sais, j'ai pas eu le temps de l'utiliser là. Ça va chercher les stats que tu as collectées avec Apple. Ouais, c'est ça, c'est connecté à Apple Health et ouais, c'est ça. Apple Santé, l'application prend Apple Santé. L'historique, quoi. Ouais. Ok. Et tu as besoin d'un gros historique? Franchement, je pense pas trop. Hein. Ok. Après, bon, comme je te disais, si tu voyages, moi, l'app, elle était perdue parce que forcément, il y a des moments, j'étais en Europe, d'autres machins, mais au bout de quelques jours, ça s'est adapté. Ok. Bon, mais l'application s'appelle Rise, comme Sunrise. C'est ça. Et ouais, franchement, réalisation un peu intéressante, tu vois. Enfin, je sais que l'après-midi, si je me force, entre guillemets, je peux avoir une bonne après-midi de travail, tu vois. Parfois, il me faudra un café ou un truc comme ça, mais en fait, en écoutant l'énergie, bah, c'est beaucoup mieux, tu vois. Et limite, pourquoi pas avoir mon temps libre l'après-midi, tu vois, et pour faire mes trucs. Et le soir, rebosser un petit coup, quoi. Quand je suis tout seul, si je suis avec ma copine, peut-être que je ferais pas forcément comme ça, tu vois. Mais je me souviens que quand j'étais étudiant, je sais pas toi, tu sais, étudiant, moi j'étais assez relax, on va dire, pendant la session, et quand il y avait les examens, je me mettais à fond dedans, tu vois. Nous, au Canada, on avait toujours plein de projets de groupe à remettre, des recherches, il y avait en plus ces examens en physique et tout. Et du coup, moi, c'était genre, je sais pas, on va dire 3 semaines avant l'examen de vraiment de gros boulot, quoi. Et je sais que j'avais un rythme particulier pendant cette période-là, où je me levais assez tôt, je faisais une bonne matinée de travail, l'après-midi, sieste et mes trucs un peu à faire comme ça. Et le soir, j'allais avec quelques potes qui étaient pareils aussi, se mettre dans des cafés et bosser jusqu'à, je sais pas, 2-3 heures du mat, quoi. Et c'était mon rythme d'étudiant. C'était pas un rythme qui est tenable sur la durée, mais c'est là où j'étais le plus productif, et c'était impressionnant la quantité de travail qu'on arrivait à fournir comme ça en quelques jours, quelques semaines, tu vois, à ce moment-là. Et ouais, je sais qu'il y a des trucs, par exemple, pour l'écriture aussi, quand j'avais mon blog où j'écrivais toutes les semaines à l'article, j'étais employé au début. Donc je rentrais du boulot, je faisais une petite pause, je me prenais à la Tim Ferriss, tu vois, un verre de vin rouge et du maté. Et j'étais parti pour une session de 2-3 heures d'écriture flow, tu vois, genre vraiment juste écriture, pas de réflexion ou autre, genre. Et c'est intéressant, on apprend tous les jours sur soi, quoi. Ouais, carrément. Mais ça m'intéresse beaucoup, cette application. Donc, je vais vraiment regarder ça. Et je reste. D'ailleurs, je suis content. Là, on a ramené tu sais, le thé dont je te parlais, le thé magique. Là. On en a ramené de France. Ouais. Bah, le maté. Le maté, ouais. Le maté, c'est un maté avec. Enfin, t'as d'autres trucs dedans. Voilà, on en a ramené, donc là, on a rechargé un peu. Ça va être cool. Et ça, franchement, mais c'est un effet, c'est incroyable. Ouais, mais incroyable. Du coup, enfin, moi le maté, j'en prenais, puis on avait déjà parlé dans l'épisode, mais en fait, je me dis, si tu dois prendre un truc énergisant, tu suis pas forcément ton énergie, tu vois, du moment. Tu forces un peu ton corps à être en mode alerte, alors qu'en fait, peut-être que lui, il est en mode genre. Alors, quoi. En fait, le maté, pour moi, ça a pas enfin, ce que j'identifie, c'est pas un effet énergisant, c'est un effet clarifiant. Ok.
C'est-à-dire que là, par exemple, j'aurais pu en prendre, tu vois. Là, je suis très fatigué, très, très fatigué. J'y ai pas pensé, mais si j'avais pris un verre de maté, probablement que ça m'aurait Ok. permis de clarifier un peu mes idées, mon esprit, et ça aurait probablement été une bonne idée. Mais non, c'est assez fou, quoi. Même avant une séance d'écriture, c'est incroyable. Bah, je veux bien essayer celui que vous avez là pour tester. Parce que ce matin, je te disais, la dernière fois, j'en ai pris pendant des années après avoir passé du temps en Argentine, jusqu'au moment où ça me donnait mal au ventre, tu vois. Mais moi, c'était le maté pur et tout. Mais genre, du maté en sachet avec d'autres trucs, pourquoi pas, quoi. Et là, tu as Donc, ramené un. Non, c'est une surprise, donc je peux pas te dire. Mais bon, bah voilà. Non, mais du coup, voilà. Et là, t'as ramené un. Du coup, c'est pas un maté parce que justement, tu disais que, mais tu pourras le tester. Mais elle t'a ramené autre chose. Voilà. Très très cool aussi, avec des bons effets. Non, vraiment. Ok. Ça marche. Donc voilà. Ce sera le temps que l'épisode sorte. On se sera vu. Ouais, voilà. Je me ferai pas engueuler. Non, je pense. Attends, ça fait combien de temps là qu'on enregistre? Je vois pas de. 50 minutes. Une petite info qui devrait vous plaire si vous êtes entrepreneur, solopreneur ou freelance. On vous prépare quelque chose d'énorme. C'est du lourd et c'est complètement gratuit. Alors si vous voulez en savoir plus, il vous suffit simplement d'aller vous inscrire sur le site businessetcoconut.com et vous recevrez toutes les informations d'ici quelques jours. On a super hâte. 50 minutes, ok. Tu veux qu'on parle d'un sujet juste majeur. avant, on peut peut-être parler. Je pense que ça fait une transition assez intéressante. C'est les questions justement du jet lag. Comment gérer le jet lag? Là, et ça m'intéresse. Je sais que tu avais pas mal étudié la question. Je vais juste partager en 3 secondes, moi, parce que franchement, c'est un peu de la bidouille à l'arrache de mon côté. Mais bon, je suis allé acheter de la mélatonine tout à l'heure. J'en ai déjà pris une fois, mais je crois que je l'avais pas bien géré. Donc et du coup, j'ai regardé sur Internet, machin. Je suis allé acheter de la mélatonine. Il y en a dans toutes les pharmacies. Et je crois qu'en France, c'est sur ordonnance. Ici, il n'y a pas d'ordonnance. En fait, tu peux acheter tout ce que tu veux dans les pharmacies. Mais c'est vrai, même c'est pour ça aussi qu'il y a. La Thaïlande, ça peut être un peu le paradis des bodybuilders. Alors, on n'en a pas beaucoup à Chiang Mai, mais dans d'autres endroits. Le Mexique aussi. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux aller acheter des comment on appelle ça, des anabolisants. Ouais. Tu sais, pour prendre du muscle là, c'est en libre accès à la pharmacie, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, ouais, c'est ça. Donc là, je suis arrivé, je dis au gars, ouais, t'as de la mélatonine. Il m'a sorti 3 boîtes. T'as de la mélatonine? Sous le comptoir, il m'a sorti 3 boîtes. Et du coup, je vais commencer ce soir. J'avais vu aussi au niveau du grammage sur le site d'Amélie, donc le truc d'assurance santé français là, qui conseillait entre 0,5 mg et 5 mg. Là, j'ai trouvé du dosage en 2 mg. Donc ce soir, avant de me coucher, je vais prendre 2 cachets de 2 mg pour faire 4 mg. Et pendant 2-3 jours derrière, je vais juste en prendre un, donc 1 heure avant de me coucher. Et j'ai hâte de voir si comment ça va fonctionner, parce que les nuits là ont été très hard. Ouais. Mélatonine, moi j'avais joué pas mal avec quand j'étais au Canada, parce que Canada c'est en vente libre aussi, et enfin moi ce que j'avais acheté c'était du 10 mg, tu vois, donc c'est dose de cheval quoi. Mais je t'avais dit que, je t'ai raconté un peu tout à l'heure, mais je peux raconter aussi, j'avais essayé de prendre ça à plusieurs reprises, et en fait parfois ça a bien fonctionné, et parfois ça m'a fait l'effet inverse. Je sais pas si j'étais en overdose de mélatonine, mais 10 mg en fait j'avais pris ça avec une amie à moi, Chloé, qui rentre en même temps que moi de vol Montréal-Paris, et qui a peur de l'avion. Et du coup, on avait pris ça tous les deux. En fait, on était tous les deux, genre, comme high, tu vois, genre, hilar, tout le vol. On était morts de rire. Pas dormi du tout. Mais on a passé un bon moment, quoi. Donc, je pense qu'il y a l'effet l'un ou l'autre. Et en fait, si tu prends ça et que tu n'arrives pas à dormir, pour le coup, je pense que c'est pas cool, quoi. Ok. Parce que tu es à moitié. Ça peut avoir des effets secondaires un peu relous. Ouais. Mais en tout cas, c'est un des trucs. Moi, en fait, si tu veux que je te parle un peu bon, là, t'es rentré, mais mes principaux conseils pour le jet lag, parce que j'ai pas mal étudié la question aussi. En fait, le meilleur truc
que je recommande. Puis moi, j'ai l'expérience aussi d'avoir habité à Montréal pendant longtemps. On faisait faire beaucoup de vols, enfin 2 fois par an, Europe, Amérique du Nord, Maroc, Amérique du Nord. Donc avec 6 heures de décalage. Et en fait, voyager vers l'Est, c'est toujours plus compliqué parce que c'est comme ça. Voyager vers l'Ouest, en fait, quand tu arrives, mettons, si aujourd'hui tu pars à la France, bah, tu vas te lever tôt quelques jours, mais après, c'est réglé, quoi. Ça se gère super bien vers la France. C'est le retour qui est difficile. Ouais, c'est le retour, ouais. Et en fait, le meilleur truc le meilleur truc à faire, en fait, c'est d'essayer de se décaler au fur et à mesure avant. Donc, tu vois, quand tu es en Europe, bah, commencer à te lever de plus en plus tôt pour te décaler. Tu n'arriveras jamais jusqu'au moment où au fuseau horaire Asie, mais de te décaler en avance, en fait. Mais c'est te lever et te coucher, mais c'est compliqué avec socialement. Et voilà, socialement, c'est ça. Si tu es chez tes parents, tu es debout à 4 heures du mat. Il y a ça, il y a s'exposer au soleil aussi, ou ne pas s'exposer au soleil pour respecter le fuseau horaire de là où tu vas aller, en fait. Ah oui, ok. Et pareil pour le café. Et voilà. Et en fait, il y a plein de conseils. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a longtemps. J'avais beaucoup étudié la question. Et là, en fait, j'ai découvert il y a à peu près un an une application qui en fait intègre tous ces conseils-là et qui a été testée avec des astronautes de la NASA et tu vois tout le bordel, quoi, qui s'appelle Time Shifter. Et une application en fait qui t'intègre tous ces conseils. Donc, il y a des paramètres, donc tu peux lui dire, il te demande est-ce que tu prends du café, oui, non, est-ce que tu prends de la mélatonine, oui, non, et il te fait un plan adapté en fait, où par jour ça te dit ok, ça t'envoie une notif, ok, maintenant à cette heure-là, va dehors et essaie de t'exposer au soleil, tu vois. Ou alors à la limite, genre évite la lumière, prends un café maintenant, fais une sieste maintenant, et ça, tu lui dis tes numéros de vol, et ça te dit ok, dors les 3 premières heures de cet avion-là, et après réveille-toi, tu vois. Et en fait, avec ça, franchement, les effets du jet lag sont vraiment, enfin, pas inexistants, tu vois, mais ça dure un jour. C'est génial. Time Shifter. Ouais. Time Shifter, okay. Ouais. Et je crois que tu as un voyage aller-retour gratuit au début, puis après, c'est genre 25 € par an, mais pour le gain de productivité, c'est juste monstrueux, quoi. Puis aussi, voilà. Moi, je sais que le premier jour, par exemple, quand je suis revenu en Thaïlande, là, en octobre, j'étais en Portugal avant, donc il y avait 7 heures de décalage. Et en suivant ça, le premier jour, je suis arrivé, tu vois, et limite, le premier jour, j'étais frais, quoi. J'ai pris un café l'après-midi pour me booster, mais ça allait, quoi. Et moi, il y a un truc en plus que je fais qui parle pas dans l'app, c'est le sport. D'aller courir quand tu arrives, tu vois. Rapidement après, pour être dehors et te bouger. Pas forcément besoin de faire des exploits, mais le sport assez rapidement. Pour montrer, en fait, c'est plus rapidement possible, montrer à ton corps que tu es dans ce fuseau horaire-là, bah, c'est sur la lumière, les activités que tu fais, tout ça, quoi. Je crois que l'hydratation joue beaucoup aussi. Ouais. Hydratation, sport et ouais. Donc voilà. Ouais. Mais ça, c'est Time Shifter. Bah, justement, tu vois, j'ai pas pensé parce que je pars là, je vais d'abord à Bangkok, mais après, je pars dans une semaine pour la Bulgarie. Mais là, tu pars vers l'ouest, donc. Ouais, mais quand même. Ah ça ouais. Fait ouais. C'est vers l'ouest, en fait, oui, ça va mieux, mais en fait, c'est pour ça t'évitera un peu je vais éviter un peu ce côté genre un peu dans le flou, tu vois. Tu peux t'adapter au rythme un peu machin, mais t'es quand même fatigué dans le flou. Et ça, si je peux l'éviter, parfait. Surtout que j'atterris vendredi prochain et j'ai ma conférence lundi, tu vois. Donc je vais être frais. Ok. Bah écoute, tu nous diras. Tu nous diras comment ça t'a aidé cette fois-ci. Trop bien. Et bon rappel, parce que je l'avais pas paramétré pour ce voyage-là, donc faut que je le fasse là. C'est dans ma checklist en plus que je partage dans la boussole, tu vois, de setup ça avant de partir et d'autres trucs. Faut que je regarde ma checklist. Je me suis noté aussi du coup. Merci pour la reco. Trop hâte de tester ça aussi. T'as deux applis qui me bottent bien là. Je suis content. Ouais. Moi, ma copine elle me dit que je suis le roi des outils et des applis. Je l'étais plus à une époque, mais je suis quand même encore dans le game, quoi. Trop bien. Moi, ma question, mon truc, alors pas tellement pour les applis, mais plus, tu sais, enfin, je t'explique le truc. À chaque fois que je vois des personnes qui bossent sur le web comme nous, les gens ont des refs que j'ai pas. Tu sais, genre, ouais, là, j'ai un séminaire avec machin. Tout le monde connaît, et moi j'ai jamais entendu parler, quoi. Ou alors des références, t'as vu telle vidéo, tout le monde est là, ah ouais, trop bien ce qu'il dit et tout. Moi je connais même pas le gars, tu vois. Et j'ai l'impression d'être tout le temps largué.
dans l'écosystème entrepreneur en ligne. C'est un délire, quoi. Et du coup, c'est ma question, et je posais la question justement à une entrepreneur avec qui j'ai déjeuné quand j'étais en France, là. Je disais, mais comment tu fais pour avoir ces refs? Elles sortent d'où, quoi? Tu peux pas passer tes journées sur YouTube. Enfin, je pige pas, tu vois. Je pige pas. Ouais. Donc ta question, c'est en fait, moi je pense que il y a des entrepreneurs web qui sont en France et dans des réseaux de mastermind de France. J'en parlais avec une pote qui est entrepreneur web qui était au Canada et maintenant elle est basée aux US et qui disait, je faisais une story qu'elle participe pas beaucoup à des séminaires, des trucs comme ça, parce qu'en fait, tout le monde dans ces masterminds se connaît, c'est un peu la petite copinerie, ils se retrouvent dans des châteaux tous les mois, tu vois, partager leurs meilleures stratégies et tout. Ce que je lui ai dit, et je sais que ça peut, ça fait un peu clash, mais pour moi, c'est un peu des masterminds que j'appelle incestueux. Je sais que le mot est fort. Mais tu vois, en fait, moi, j'ai vécu ce truc-là. À la base, j'étais au Québec, donc je voyais ce qui se passait un peu en France, mais j'étais au Québec, tu vois, un peu loin. Et en fait, ils se rejoignent dans des châteaux. Ils payent 20-30 000 balles l'année pour se rejoindre dans les châteaux et pour tous avoir le même intervenant qui a partagé une stratégie qu'ils vont tous appliquer et qui, du coup, va être périmé dans 2 mois. Tu vois. Et tu le vois, tu vois les vagues. Des fois, je parle à des gens qui sont dans ces masterminds, le truc à la mode, ils font venir tel truc, ok, on fait tous un tunnel webinaire. Après, le truc d'après, c'est ok, il faut tous aller sur YouTube. Tu vois. Et en fait, ça suit des trucs comme ça. Et je dis pas que c'est pas bien, enfin, c'est super de se retrouver dans des beaux cadres et de discuter entre entrepreneurs, mais il y a un peu ce côté-là, et du coup, il y a un peu cette copinerie entre personnes du mastermind qui renforce cet effet-là. Et je pense que nous, vu qu'on est un peu loin, physiquement, et de ces événements-là, bah, on n'est pas dans ce truc-là, tu vois, on n'est pas dans la copinade, tu vois, d'un peu tout ça. Et je pense clairement que c'est une bonne et une mauvaise chose. Tu vois, moi, en ce moment, j'ai rejoint un nouveau programme là, avec Dynamite Circle, où il y a des masterminds, etc. Je suis déjà là-dedans depuis un an, mais pas le mastermind classique, mais un programme pour scaler à 1 million, quoi. Et du coup, je suis avec des Américains, mais enfin des gens en remote qui sont partout, et le mindset me correspond plus. En fait, j'y ai pensé à rejoindre un mastermind comme ça, mais je me retrouve pas dans le mindset du truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un business remote qui est adapté à ma life, mes envies, mes valeurs et tout ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et je vois. Ouais. Là, j'ai trouvé un truc en fait, c'est la question du format. Je pense que beaucoup de, j'ai un mastermind en tête. Tu sais, le mastermind. Enfin, je crois qu'il y en a plusieurs. Le mastermind de Romain Collignon. Je pense que c'est le genre de truc. Si j'avais été en France, probablement que j'aurais rejoint. Si tu y es, oui. Ouais, parce que pas la valeur, elle se trouve être en ligne et voyager, quoi. Non, c'est clairement, c'est pas adapté. Après, pour la question des, tu vois, du truc, tous les intervenants font les mêmes stratégies, etc. Je sais pas. Alors oui, probablement qu'il y a un petit peu de ça, mais je pense que la vraie valeur, elle est pas tant dans les stratégies, la nouvelle stratégie à la mode que tu apprends. Je pense que la vraie valeur, elle est justement dans l'émulation. Mais en fait, le truc, c'est que vu de l'extérieur, et tu peux facilement le tourner à la dérision. Tu vois, c'est-à-dire dire les mecs en fait ils payent je sais pas 30 000 balles à l'année pour se retrouver dans des beaux endroits et boire des coups ensemble et discuter ensemble. Ils pourraient le faire gratuitement. Tu vois, tu peux le tourner à la dérision comme ça, mais je pense vraiment que quand c'est bien fait, ça vaut l'investissement. Et non, si c'est moi, je caricature un peu le truc, mais c'est juste, c'est vrai que, enfin, tu vois, nous on est entrepreneurs, on peut comprendre le truc, tu vois, mais la valeur aussi d'investir pour s'engager et tout ça, mais de l'extérieur, tu vois, genre mettons, je sais pas, tu t'es pas du tout dans le monde entrepreneurial, etc. Tu vois des stories de gens qui se retrouvent, tu vois, du web, qui se trouvent dans des châteaux, c'est quand même bon, je sais pas. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Vu de l'extérieur, c'est facile en fait à caricaturer et à tourner à la dérision. Il y a un peu, ouais, c'est clair. Mais il y a un peu aussi le côté prestige du truc, tu vois, faire partie de ça, aller dans ces endroits, être invité, tu vois, qui est très bien au niveau marketing et tout. Parce que mais aussi t'augmentes ta valeur, la valeur que tu perçois de toi-même. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Puis le réseau, ouais.
Ouais, j'allais dire, mais le seul piège de ce type de, enfin le piège entre guillemets, ce dont il faut se méfier dans ce genre de truc, c'est pas être la personne qui est déjà au plus haut niveau, tu vois. Clairement, je pense qu'il faut se challenger parce que sinon, en fait, ça peut que te tirer vers le bas. Le but, je pense, c'est de profiter de cet effet cet effet de moyenne, tu vois. Si tu es très haut par rapport aux autres, bah, ça va te tirer vers la moyenne qui se trouve en dessous de toi et inversement, tu vois. Donc, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe à être dans les plus nuls quand tu rejoins un truc comme ça. Je pense vraiment. Non, mais moi, je crois vraiment au truc, tu vois, des masterminds, etc. Là, genre, j'ai rejoint du coup un programme qui a changé de nom mais qui s'appelle DC Accelerator d'Animated Circle dont tu fais partie aussi. Et là, en fait, j'ai eu un coaching. Je vais en avoir tous les trimestres, un coaching one-on-one avec Ian, qui est un des fondateurs de Dynamite Circle. Genre, je sais plus lequel des deux, ou s'ils étaient ensemble associés, tu vois, mais exité des business e-commerce il y a genre 10 ans, tu vois, qui sont là-dedans depuis longtemps. Et genre, c'était un coaching comme j'ai jamais eu, tu vois. Genre, pour le coaching, pour la préparation, j'ai dû remplir tout un truc. J'ai dû partager les bilans comptables de la boîte, nos KPI, etc. Et le mec, tu vois, c'est un Américain, il est à Austin, au Texas, il débarque, il décortique tout ton business avec tous les chiffres. Et en une demi-heure, il m'a dit, OK, c'est là qu'il faut que tu appuies, c'est là que tu te plantes, tu vois. Ça, c'est génial. C'est magique. J'imagine que t'as peut-être pas envie de partager justement là où tu te plantes. On en parlera en privé ou tu peux en parler. Non, moi, c'est une question de positionnement, j'ai envie de dire. Donc, il faut que je retravaille les trucs par rapport au positionnement. Et on a déjà parlé un petit peu, tu vois, mais le fait qu'aujourd'hui, Freemote, ce qu'on fait, c'est assez large. Et du coup, c'est difficile d'aller cibler précisément certaines personnes et d'avoir un profil particulier. Et il y a des profils dans Freemote qui réussissent mieux que d'autres et qui sont plus adaptés, qui sont plus agréables pour nous aussi à gérer. Et donc, c'est en fait adapter un petit peu notre marketing à différentes cibles pour pouvoir grossir, en fait. Parce que faire du général et du marketing général, c'est bien, mais c'est dur de cibler et de gros. Voilà. T'es obligé d'éduquer. Voilà. Donc, j'ai toute une stratégie qui, en fait, ça s'inscrit dans une stratégie qu'on avait déjà en place, mais on va pouvoir aller tester d'autres choses. Et voilà, en fait, plutôt qu'essayer de grossir ce qu'on a, tu vois, comme ça, j'ai déjà essayé en augmentant le budget des pubs et autres, c'est plus, en fait, on a ça, très bien, mais on va aller ajouter une nouvelle couche de revenus en attaquant une nouvelle cible avec un autre tunnel, par exemple, tu vois. Donc hâte de voir, mais en tout cas c'était assez éclairant. Enfin, il y a d'autres trucs que ça, mais en tout cas assez éclaircissant et cool, tu vois. Genre on a défini ensemble, ok, prochain trimestre les objectifs, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut regarder, tu vois, et c'est cool. Et donc bien. Ça je sais que je le revois dans 3 mois, tu vois, et qu'il va être là, Coco, on s'est dit ça, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. C'est super. Et trop bien. Ouais. Donc non, je crois carrément à la valeur des masterminds et de se faire accompagner et tout ça. Après, tu vois, moi, en fait, je fais partie de leur mastermind en groupe depuis longtemps et même depuis 1 an, depuis des masterminds organisés. Mais là, en fait, le fait d'avoir ce coaching en one-on-one avec un mec qui pèse et qui va analyser ton business, genre dans les détails de ta compta, de tes chiffres, etc., c'est vachement plus puissant que même, tu vois, nous, on peut se parler ensemble de nos trucs, ok, qu'est-ce que tu penses de ça, machin et tout, mais là, quelqu'un d'externe que tu payes, qui est là dans tes chiffres et qui décortique ton truc, c'est d'une puissance genre incroyable, quoi. C'est marrant parce que ça, c'est la question. Enfin, je vais pas rentrer là-dedans parce que là, je vais galérer à expliquer ça, mais et puis j'ai pas l'énergie pour, mais grosso modo, c'est ultra intéressant. C'est un truc sur lequel je mets beaucoup d'emphase. Enfin bon voilà, je rentre pas là-dedans, mais grosso modo l'idée c'est que en fait 2 personnes peuvent te dire exactement la même chose. Tu vas accorder plus de valeur à ce que tu as dit la personne en qui tu as le plus confiance. Et c'est la valeur de la confiance, tu vois. Et quand tu réfléchis en marketing, c'est clairement ce qu'on fait quand on est en phase de ce qu'on appelle nurturing. On construit de la confiance de façon à ce que quand on va faire une promesse, quand on va donner un conseil, etc., il soit reçu au maximum, avec le maximum de valeur. Et si tu veux, je peux en profiter pour faire une petite transition avec mon pote Louis.
Parce que donc c'est un ami, je vais revenir après sur son histoire si tu veux, mais je l'avais au téléphone et je l'aide en fait à réfléchir à sa stratégie de reconversion professionnelle, on va dire. Et il me disait, mais il n'est pas du tout entrepreneur, lui, il a toujours été salarié et tout ça. Et il me disait, mais je vois pas en fait pourquoi est-ce que des gens me paieraient pour entendre ce que j'ai à leur dire, tu vois. Et je lui disais en fait simplement parce que non, il me dit je vois pas pourquoi les gens me paieraient pour dire des choses que d'autres disent déjà, tu vois. Et c'est souvent une croyance qu'on a, c'est de se dire bah ouais mais en fait il faut que je dise quelque chose de différent. Ça, ce que le conseil que j'ai à donner, il est déjà sur Internet. Bah ouais, mais en fait la vérité c'est que les gens ne cherchent pas un conseil nouveau. Les gens cherchent un conseil fiable. Et le conseil qui a de la valeur, c'est le conseil qui est donné par quelqu'un en qui on a confiance. Et donc finalement, les conseils et les méthodes, c'est libre d'accès. Mais ce pourquoi on est prêt à payer, c'est pour que quelqu'un de confiance nous le dise, tu vois. Et c'est là quelle est la valeur en fait. C'est dans la confiance qu'on véhicule, plus que dans le conseil. Le conseil doit être bon, mais n'importe qui peut donner ce conseil. Tu peux l'avoir sur un blog gratuit. Et ce qui fait ta valeur, c'est la confiance que tu véhicules. Et ça, c'est important de le comprendre, je crois. Non, puis le côté fiable, ça vient aussi des témoignages des gens qui l'ont vécu, tu vois, autre que toi. La communauté, quoi. C'est pour ça que. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'expérience ouais. du gars. Enfin, le gars t'a dit, il a fait des exits en e-commerce, certainement à des dizaines de millions, etc. Tu te dis, le gars, il est légitime, il te donne un conseil, t'écoutes, quoi. Ouais, puis, alors que si en c'est fait, un blog gratuit qui te donne le même conseil, t'es moins tenté d'y aller. Ouais. C'est ça. Mais ouais, le fait qu'il soit personnalisé, tu vois, est vraiment genre deep dive. Genre, puis genre le call, il devait avoir 1 heure. Il devait avoir une durée de 1 heure. Finalement, on a passé 1 heure et demie, tu vois. La générosité aussi, l'envie de vraiment d'aider et que tu réussisses. L'implication, cool. Ouais, je comprends. Et en fait, le truc, les coachings de groupe et comment dire, mastermind en groupe avec d'autres entrepreneurs, c'est cool. Mais avec ce truc-là en plus, ça fait toute la différence. Puis genre, on a déterminé ensemble les goals, tu vois, comment on allait y arriver des 3 prochains mois. Donc, je sais que je revois dans 3 mois. Et ça aura avancé. On va pouvoir avoir une discussion intéressante de qu'est-ce qui s'est passé et les next steps, tu vois. Ça, c'est ouais. Trop bien. Yes. Du coup, tu as amorcé le sujet de Louis. Yes. Alors, Louis, je pense que j'ai dû déjà peut-être l'évoquer parce que ça a pris une place assez importante dans ma vie, mais je suis jamais trop rentré dans les détails parce que j'avais pas forcément envie. En fait, Louis, c'est un de mes meilleurs amis. On vivait ensemble, on était en coloc à Paris à l'époque où j'ai rencontré Ella. Ella a vécu avec nous parce qu'à un moment elle a eu un dégât des eaux dans son appartement, donc elle a aussi vécu avec nous et tout ça. Et c'est quelqu'un qui est venu me voir après. Enfin, c'est un voyageur, ce mec. Et lui, il était consultant en banque. Et sa vie est complètement drivée par le voyage. C'est-à-dire qu'il aime son boulot, mais grosso modo, il travaille pour avoir des vacances et pouvoir voyager, quoi. En gros, son truc, c'est ça. Et juste avant le Covid, il a pris un congé sabbatique de 6 mois ou 1 an, je sais plus trop, où il voulait vraiment partir voyager vraiment un grand voyage, quoi, en sac à dos et tout ça. Il a démarré son voyage, il s'est retrouvé démarrage Covid. Du coup, il plie les gaules et il rentre en France. Il reprend son boulot et il reporte. Il avait qu'une hâte pendant tout le Covid, c'était de repartir. Il a pu revoir un petit peu ses envies, ses aspirations de voyage et réfléchir son voyage. Sa nouvelle inspiration de voyage, ça a été de faire la route de la soie par la route. En tout cas, sans prendre l'avion, donc bateau, train et bus, quoi, tu vois. Donc, enfin, il peut partir. Donc là, il prend 1 an de congé sabbatique.
sans savoir s'il va vraiment continuer, enfin s'il va vraiment reprendre son taf après, tu vois, il sait pas trop, mais il part, c'est un peu le projet de sa vie qui va peut-être donner un tournant même dans sa carrière professionnelle, il sait pas trop, mais il y a quelque chose qui va se passer. Il commence son voyage, le pays qu'il attendait avec impatience, c'était l'Iran. Parce que c'est un pays qui a une histoire, c'est un pays, il est très cultivé, très cultivé, et il s'intéresse beaucoup justement à l'histoire, du Moyen-Orient, etc. Et donc il se retrouve en Iran. Pour lui, c'est génial. Il se fait des amis voyageurs aussi. Il voyage un peu dans le pays, et puis on s'appelle nous régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on se fait des calls, machin. En fin 2022, je suis en Finlande, et on s'appelle, on doit se rappeler un peu plus tard, j'arrive pas à l'avoir. Ensuite, je bouge en Estonie, je suis à Tallinn, et bon, j'ai pas de ses nouvelles. J'essaie de lui envoyer un message sur Facebook. J'essaie de lui envoyer un message sur WhatsApp. Je vois qu'il reçoit pas mes messages. Tu sais, sur WhatsApp, j'ai pas la validation. Je me dis peut-être il m'avait dit qu'il devait partir dans les montagnes en trek, machin. Je me dis peut-être qu'il a pas de réseau, tu vois. Puis à un moment, je commence à m'inquiéter. J'envoie un message à sa sœur. Je lui dis, écoute, j'ai pas de nouvelles de Louis. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? T'as des nouvelles? Et elle me dit, bah écoute, j'allais t'écrire. On vient d'apprendre. Le Quai d'Orsay vient de nous appeler. On vient d'apprendre qu'il a été arrêté en Iran et fait prisonnier par les gardiens de la Révolution. Donc en gros, à ce moment-là, on n'a pas de nouvelles, quoi. Tu vois. On sait pas ce qui va lui arriver. Là-bas, t'as la peine de mort. Ils sont en plein. Enfin, tu vois, on sait pas de quoi ils l'accusent. Ils pouvaient l'accuser d'espionnage, de tout ce que tu veux. Évidemment, l'Iran, c'est un régime qui a une politique d'otage d'État, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils arrêtent des étrangers pour pouvoir faire pression sous des prétextes bidons, hein, mais pour pouvoir faire pression sur d'autres pays. Et donc Louis se retrouve dans ce truc-là. Là, on n'a pas de nouvelles pendant des mois. Ça a été super dur. Ça a été là pour le coup. Et c'est ce qui est horrible aussi dans ces moments-là, c'est que en fait, c'est pas toi la victime, tu vois. Toi, t'es une victime collatérale, mais t'es qui pour te plaindre, tu vois. Quand t'es son ami, bah t'es là et tu te dis bon bah faut penser à lui, ce qu'il doit vivre, ça doit être chaud. T'as sa famille aussi que tu dois supporter dans le sens tu dois soutenir, pardon. Donc toi ça te pèse énormément. Honnêtement, ça a été très très dur, vraiment. Mais t'es pas la victime, quoi. Tu vois, c'est ça qui est bizarre en fait, c'est que c'est pas toi la victime. Ça te blesse, mais c'est pas toi la victime. Donc on a vécu ça. Ouais. Tu peux pas trop te plaindre ou autre, quoi. C'est pas toi dans le truc, mais ça t'affecte quand même beaucoup, ouais. quoi. Mais c'est ça en fait. Et du coup, une fois que donc attends, j'y viens. Et donc pour l'histoire, donc on passe des semaines sans nouvelles. À un moment, sa mère, il appelle sa mère, donc on le laisse appeler. Évidemment, il est sous surveillance. Enfin, je te passe les détails, mais on lui dit de dire des choses, etc. Ça dure juste quelques secondes ou quelque chose comme ça. On n'a pas de nouvelles, ses parents auront des nouvelles, enfin sa mère aura des nouvelles, un autre appel très très court, quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, quelque chose comme ça. Et finalement, 6 mois après son arrestation, donc il se fait arrêter en octobre 2022, 6 mois après son arrestation, il est transféré donc dans un autre quartier de la prison d'Evin à Téhéran, où là il est dans une prison avec des prisonniers politiques, des trucs comme ça. Et là, il retrouve un confort, entre guillemets. Il a le droit d'appeler, de téléphoner. Et à partir de ce moment-là, donc on s'est eu au téléphone toutes les semaines. Tous les mardis, il m'a appelé depuis plus d'1 an. Et il m'a raconté son histoire. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais les 6 premiers mois ont été de l'ordre de l'inhumain, en fait. Tu vois, de juste d'en reparler, mais c'est de l'ordre de l'inhumain. C'est horrible. Et il aura certainement l'occasion d'en reparler très prochainement.
Et du coup, pendant toute cette année, ça a été pendant un peu plus d'un an, bah, ça a été puissant, y compris pour moi, parce que ça nous a amené à avoir des échanges ultra profonds sur plein d'aspects de développement personnel avec des gros guillemets, c'est-à-dire des aspects d'introspection, le sens de la vie, etc. Et ça a été ultra enrichissant. Lui, il avait évidemment beaucoup de temps pour réfléchir, t'imagines bien. Et il me partageait ses réflexions. Moi, j'essayais de réfléchir, j'essayais d'approfondir aussi des sujets, ce qui m'a amené à creuser sur des thèmes assez profonds. Voilà. Et voilà. Et donc, on a passé plus d'un an à avoir des échanges comme ça. Ça a été ouf. Je l'ai aussi accompagné. À sa demande évidemment, hein, sur ses réflexions de reconversion. Il m'a confié que voilà, si ça avait eu, enfin, en gros tout son temps où il était incarcéré, la seule chose qu'il avait en tête, c'était de repartir sur les routes en fait, et que finalement pour lui c'était une bonne chose parce que ça lui confirmait que le voyage était sa vie, tu vois. Et que finalement, voilà, aujourd'hui, il a perdu quasiment 2 ans de sa vie. En plus, enfin, tu vois, on pourrait dire ses plus belles années dans une prison. Il faut pas que ça ait été pour rien et que ça ait servi à quelque chose. Donc le but, c'est qu'il puisse vraiment donner beaucoup plus de sens à sa vie. Donc ce qu'il veut aujourd'hui, c'est repartir sur les routes et avoir une activité qui lui permette de financer son mode de vie, tu vois, en tant qu'indépendant. Donc ça, c'est le plan aujourd'hui. Louis, il a été libéré. Ça a été une énorme surprise, on s'y attendait pas du tout. Il a été libéré dans la nuit d'avant-hier à hier. Donc je suis complètement paumé là. On est vendredi. Avec le jet lag, on est vendredi, ouais, c'était il y a 1 ou 2 jours, ouais. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc moi j'étais à Kuala Lumpur et j'ai appris ça genre tu vois 2 heures du mat, un truc comme ça là-bas. Donc évidemment j'ai pas dormi. Il est arrivé en France hier. Et là il est à l'hôpital et pour les examens machin. Ouais, bah là, enfin, parce que là, tu parles avec un tout petit peu de recul, mais je pense qu'il faut que tu réalises aussi un peu tout le truc, parce que c'était tellement d'émotions et de trucs aussi que ça a remis tout ça. Et là, ça y est, il est sorti, quoi. Enfin, il y avait un compte Instagram aussi que vous aviez, je pense que je sais pas qui le gérait, mais pour sa libération, des pétitions, essayer d'impliquer des gens politiques aussi, parce qu'il y a clairement c'est ça qui énorme travail. Qui libéré avec sa famille et tout. Donc là, il vient d'être libéré. Donc j'imagine que c'est ouf parce que personne s'attendait à ce que ce soit là comme ça, quoi. Non, en fait, tout le monde avait l'espoir que ça se passe le plus impossible, mais dans l'idée, il y avait. Je sais que l'automne dernier, il y avait un moment où ça aurait peut-être pu se passer. Finalement. Ouais, en fait, on peut dire ce qu'on veut ici, on s'en fout, hein, mais je vais partager le fond de ma pensée. Ce qui s'est passé, c'est que là, pour resituer un petit peu le contexte chronologique, au jour où on se parle, là, dimanche dernier, Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée générale. Et donc, quelque part, juste après ça, il part en campagne. De l'Assemblée nationale, pardon. Et donc après ça, il part en campagne pour les législatives, tu vois, pour récupérer des places. Et en fait, on a appris que les démarches de libération avaient démarré lundi, et c'est Macron qui a annoncé sa libération mercredi. Donc, au niveau du timing, j'ai pas d'infos par rapport à ça, mais c'est vrai que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ok, en fait, tu t'en conviendras, le timing est quand même assez étonnant, et on pourrait penser, certaines personnes avec des idées un peu mal placées pourraient penser que en fait il avait cette carte dans sa manche depuis longtemps et que il attendait le bon moment pour l'activer et pouvoir obtenir une libération et briller, tu vois. Bon, je sais pas, hein, je dis ça, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'avoue que j'y ai quand même pensé. Parce que pendant tout ce temps, alors après, je sais que sa famille pense différemment, mais moi, j'ai vraiment eu le sentiment que
c'était un peu mis de côté, quoi, tu vois. Une fois de temps en temps, on entendait Macron ou un ministre des Affaires étrangères dire oui, l'Iran, on vous demande de libérer tout de suite les otages, là, hein, on n'attend plus, là, hein, maintenant. Enfin, tu sais, c'était un peu bidon, évidemment, on sait pas tout ce qui se passe en coulisses, mais le fait est que sur cette politique des otages, c'est celui qui est, enfin, les otages français, c'est ceux qui restent quand tous les autres sortent, quoi, y compris les Américains. Tu vois ce que je veux dire? Donc on peut se dire que, enfin, c'est bizarre, quoi. Bref, toujours est-il que j'affirme rien. Clairement, j'affirme rien. Je partage juste mes suspicions ou mes pensées, mais aujourd'hui le principal c'est vraiment qu'il ait été libéré, c'est trop bien. Donc du coup là, ça tombait pile à mon, enfin je prenais, tu vois, j'étais entre la France et la Thaïlande, j'étais à Kuala Lumpur. Donc j'ai hésité à repartir, mais tu sais, il y a tout un temps où il va retrouver sa famille, il va se reposer, machin. Donc j'attends de parler avec lui pour savoir si je retourne en France, enfin, quand est-ce que j'y retourne pour le voir, comment ça se passe. Donc peut-être que je retourne en France prochainement. Est-ce que toi qui as été vachement en contact avec lui puis impliqué, tu vois, dans l'histoire, ça t'enlève un poids là, tu vois, de savoir qu'il est sorti, c'est un projet en moins qui se termine, quoi. Ouais, en fait, je m'en rendais pas compte. Hier, j'ai eu comme une sorte de, tu vois, je sais pas comment dire, quoi, un truc énorme, quoi, qui genre ouais, ok, ça y est, ça c'est bon. Et ouais, et c'était trop bizarre. Et assez bizarrement, j'avais même pas envie d'avoir de ces nouvelles. Alors évidemment que j'ai envie, mais tu vois, c'était pas important pour moi. C'était genre, vas-y, go, va vivre ta vie, tu vois, maintenant. Tu vois, c'était vraiment ce truc-là, quoi. Se dire, putain, c'est ouais, trop bizarre, trop vraiment inexplicable, quoi. J'imagine aussi ce que lui doit vivre, tu vois, ce retour. T'imagines que pendant 2 ans là, il a pas eu de portable, parce que quand il m'appelait, en fait, c'était les coups de fil, en fait, il paye lui les appels. Alors c'était tout un bordel, il fallait avoir un numéro spécial via Skype, il fallait que j'ai un numéro dans un autre pays, machin. C'était un bordel. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'arrête mon abonnement parce que tu sais, je payais pour avoir un numéro. Tu vois, je viens d'y penser. Et en fait, il appelle un opérateur, il a des numéros enregistrés, et du coup, il dit, bah vas-y, appelle, il dit à il décroche, t'as un opérateur, et à qui il dit, appelle Adrien, tu vois. Et du coup, la connexion est toute pourrie, et t'as toutes les quelques minutes, genre, ça doit être 5 minutes ou un truc comme ça, t'es coupé par une voix enregistrée, tiens, il y a un message enregistré qui dit en persan, donc je saurais, tu vois, un petit message qui dit cet appel provient de la prison d'Evin à Téhéran, et tu vois, tout le temps t'as un rappel comme ça. Alors après tu t'y fais, tu le calcules plus, tu vois, tu coupes ta phrase quand ça démarre, et enfin quand le message démarre, et dès que le message se termine, tu continues ta phrase naturellement. Mais voilà, donc ouais, bah hâte de je sais pas, enfin d'avoir je sais pas, hein, s'il part sur les routes et s'il lance son business en tant qu'indépendant, peut-être qu'on aura des choses à raconter, quoi. Ouais, peut-être qu'on aura l'occasion de le recevoir dans le podcast un jour, ou j'espère. Bah, ce serait cool. Avec plaisir. Hein. Mais ouais, non, mais tu vois, même niveau learning, enfin, il peut démarrer une carrière, je te disais, de conférencier. Il peut écrire un livre, il peut faire du storytelling pour, tu vois, il peut aider des gens qui traversent des périodes difficiles à relativiser. Enfin, il y a 12 000 trucs qu'il peut faire, quoi, après. Ouais. En termes de... Bah, clairement, mais ça, on en a parlé. Moi, ce que je crois, c'est qu'il aurait vraiment quelque chose à apporter sur la thématique de la résilience, en fait. Tu sais, au départ, quand je l'ai eu au téléphone, c'était incroyable. La première fois que j'ai eu au téléphone après 6 mois, tu vois. Wow, c'était ouf. Et il m'a dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, tu te dis, il y a 2 solutions. Il y a que 2 solutions. C'est soit je sombre, parce que quand je te dis qu'il a traversé 6 mois terribles, t'imagines pas à quel point, tu vois. Enfin, moi, je te l'ai déjà raconté, donc tu sais, mais tu vois, je veux pas parler à sa place par rapport à ça. Il aura l'occasion de le faire, mais c'est vraiment ouf, quoi, de pas sombrer. Et en fait, le truc, ce qu'il m'a dit, c'est, en fait, quand tu traverses un truc comme ça, t'as 2 choix. Il n'y a pas 3 choix, il y a 2 choix. C'est soit
t'en sors détruit, soit t'en sors plus fort. Et en fait, c'est à toi de choisir. Et lui, il a pris la décision de se battre et de se dire, en fait, je vivrai pas ça pour rien. Et plutôt que de me détruire, je vais me construire. Et c'est marrant parce que quand il te l'explique, en fait, ça a été une décision consciente. Enfin, pas instinctivement, mais inconsciemment, tu aurais plus tendance à sombrer de l'autre côté, tu vois, vers le côté déprime. Et il y a un moment, tu dois, je parle pour lui là, mais tu vois, je transcris ce qu'il me disait, c'est que tu dois mettre de la conscience là-dessus et te dire, ok, je veux faire de cette expérience quelque chose qui me rend plus fort, quoi. Donc, et tout faire pour que ce soit le cas. Donc, c'est intégrer des routines. C'est, je partage juste un truc, tu vois. Ils avaient réussi à shipper, parce quand je te dis, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas d'accès aux sanitaires. Il dormait à même le sol. Il n'a pas vu la lumière du jour pendant 6 mois. Et c'est de la torture, quoi. Enfin... c'est vraiment chaud. Et on leur filait à bouffer dans des boîtes en polystyrène, tu sais, par terre, des boîtes de kebab, là, tu sais. Et donc, en fait, ils avaient réussi, avec ces co-détenus, à shipper un stylo. Ils découpaient les boîtes en polystyrène, qu'ils nettoyaient avec une serviette, tu vois, et qu'ils l'utilisaient pour écrire et pour compiler. Et donc, il avait une pile. Est-ce que t'as pas de carnet, t'as pas de pour prendre des notes Bah non, t'as pas le droit. Donc en fait, il compilait des plaques tu sais, des culs de boîtes de kebab là, sur lesquelles il pouvait écrire ses pensées, essayer de structurer, tu vois, enfin sortir un peu ce qu'il avait à l'intérieur de lui, noter ses réflexions, etc. Et il s'est construit toute une collection en fait de fiches comme ça. Et voilà quoi. C'est ouf, hein. Ouais, sacrée histoire. Hâte qui crée du contenu et qui partage tout ça là. Parce que c'est vrai que moi, j'ai suivi ça à travers toi et le compte Instagram qu'il y a aussi et tout ça, tu vois. Mais tu vois, ce qui est marrant en fait, c'est pas marrant du tout. Mais en fait, si ça n'avait pas été un proche à toi, j'en aurais peut-être entendu parler dans les médias, tu vois. Ok, il y a un Français en Iran, tu vois. Mais le fait que toi, t'aies été proche, ça a donné toute une autre truc parce que c'est un peu pour le commun des mortels, tu vois, qui est pas dans le truc, c'est un peu un fait divers, tu vois. Des prisonniers français, il y en a un peu partout, et des gens qui, tu vois, bref. Et en fait, le fait que toi, t'étais proche de lui, bah, ça a donné un truc, en fait, ça te fait relativiser un peu pas mal de choses, quoi. Ouais, bah clairement, c'était comme quand il y avait, là je suis fatigué, j'arrive pas à remettre le nom, mais celle qui s'était faite enlever par les FARC, tu sais. Oui, je vois plus son nom, mais ouais, je vois, ouais. Bon, bah, et pourtant on entendait beaucoup parler et tout, mais tu suis ça un peu comme un film, quoi. Enfin, même pas, tu le suis même pas, t'en entends parler, mais tu te sens pas du tout. Enfin, il y a pas, tu vois, il y a beaucoup de distance, quoi. Tu compatis, mais il y a beaucoup de distance. Et c'est vrai que le moment où tu te sens, où t'es plus concerné, tu fais waouh, c'est tellement soudain, en plus, quoi. Je suis vraiment pas du tout les infos. Tu vois, les trucs importants ou autres, je les vois passer sur les réseaux ou autres. Mais je suis pas du tout là-dedans, quoi. Parce que du coup, voilà, tu vas te savoir que quelqu'un est prisonnier en Iran, bah, ok, si je peux faire quelque chose, très bien, mais en fait, voilà. Et là, tu vois, je sais pas, d'être un peu, de loin, tu vois, mettre un peu suivre ce qui se passe, tu vois, la pétition, bah, tu vois, ok, c'est un truc, ça fait du sens, tu vois. Mais tu te dis, en fait, combien il y a de personnes dans des galères pas possibles, tu vois, qui sont un peu comme ça, quoi. Et que ce soit en Iran ou autre, ou même tu vois, en France, tu vois, il y a des gens qui ont des trucs qui leur arrivent. Enfin, bref. Ouais, c'est chaud. Ouais. Donc voilà, très content qu'il a été libéré et hâte de voir la suite de son parcours. Je pense que ça va être inspirant. Carrément. Bon, du coup, après ce sujet-là, je sais pas quel autre sujet on peut traiter, quoi. On a bien plombé l'ambiance, là. Ouais, j'avais mis un petit truc assez léger, tu vois, le hack du parfum après, mais je sais pas si on switch là-dessus, si on arrête là, quoi. Peut-être qu'on peut. Ça paraît con. On peut se le garder pour la prochaine fois, démarrer le prochain avec ça. Ça marche. Yes. Ça roule. Eh ben c'était cool. Je vois qu'on s'était noté sur la fiche viser 1 heure. On s'était dit qu'on ferait pas trop court, pas trop long, pardon, parce qu'on était crevés. Mais finalement, ça fait plus d'1 heure et demie. Donc ouais.
On s'est dépassé. Ouais, puis de toute façon, on a les petites vidéos enregistrées là pour les différents appels à l'action. Mais je pense que ce qu'on n'a pas dit dans la vidéo, c'est aussi montrez-nous que vous êtes là, que vous écoutez, que vous êtes vivant, parce que nous, on a les chiffres d'écoute et tout ça. Mais mettez-nous un commentaire. Le mieux, je pense, c'est sur YouTube ou via le compte Instagram, mais un petit commentaire sur ce que vous appréciez comme sujet ou pas. Et parce que c'est dur à nous. Enfin, nous, tout nous intéresse. On parle de nos trucs. Puis il faut que ça reste comme ça aussi. Mais d'avoir un peu plus de feedback de votre part, c'est toujours cool à prendre, quoi. Mais carrément. Et j'en profite aussi, s'il y a des personnes, parce qu'on s'est pris la tête, enfin on s'est pas pris la tête tous les deux, mais on a creusé tout à l'heure pour réfléchir à qui est-ce qu'on pourrait inviter. Et s'il y a des personnes que vous aimeriez voir dans le podcast, avec qui vous verriez bien une conversation tous les trois, eh bien dites-le nous, ça nous permettra peut-être de voir comment on peut les approcher ou s'il y a moyen. Voilà. N'hésitez pas à nous proposer des personnes et on se fera un plaisir d'essayer de les contacter carrément. et voir si ça les intéresse. Ça peut être aussi des personnes qui ont des avis très tranchés sur certains sujets. Il faut aussi, même si ça nous fait rentrer dans le débat, au contraire, c'est intéressant, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à nous dire voilà. Ok. Ça marche. Bon, écoute, bonne nuit, Adrien. Ouais. Eh ben merci, je vais être l'heure. Il est 17h30, hein, mais fatigué. Ouais. Yes. Merci. Okay. Merci à tous. Très bonne fin de journée à toi et puis à très vite. Yes. Ciao, ciao. Si tu es toujours là, c'est probablement que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Donc pour ne pas rater les prochains épisodes, suivre l'évolution des sujets dont on a discuté et continuer d'être inspiré par des entrepreneurs qui voyagent, abonne-toi. Et si tu veux nous filer un coup de main, il suffit de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes cet épisode. Ça prend 2 secondes et nous, ça nous aide énormément. Un immense merci et à très vite dans le prochain épisode.